Diamond parce que j'entends sa musique d'attente, c'est un peu horrible. Odin est avec nous. Les personnes sexisées. J'avais jamais entendu ça, personne sexisée. Personne excisée. Je partage de l'image. Personne n'est sexisée. Là, le méta est en futur. Personne sexy, hey! Mais c'est quoi personne sexisée? Genre, on est tous sexisés, victimes de sexisme. Ouais. On est tous sexisés d'une manière ou d'une autre, hein, je sais pas. Waouh! Waouh, quelle horreur. À peu près une par jour, hein. Un peu moins. À peu près tous les jours et demi, il y a quelqu'un qui meurt sur un chantier ou en faisant son taf, quoi. Et je veux dire, ça s'explique, hein. Je veux dire, c'est pas, oh, ils sont victimes d'un accident, c'est terrible. C'est genre, en fait, on fait pression sur les salaires, on fait pression sur les normes de sécurité, on fait pression sur les équipes. Donc au lieu d'être 3, ils sont 2. Et puis quand il y en a un qui est pas là, bah, le mec il va tout seul, alors qu'ils sont censés être 3 de base pour que ce soit un minimum sécurisé. Donc enfin c'est ce genre de choses, quoi. Donc ouais. Ouais, on n'en parle jamais, c'est clair. Enfin ici on en parle de temps en temps bien sûr, mais dans les médias c'est vraiment le truc. Heureusement il y a des assos qui font ce travail de recensement et tout, mais c'est vraiment. Je sais pas si t'as vu, mais il y a Blast, ils ont fait un espèce de, enfin ils ont fait tout un plateau sur les morts au travail récemment. Vu qu'on n'en parle pas et tout. Ouais, il y a Emery qui nous dit qu'il met souvent en avant les chiffres de mort au travail, c'est important. Bah, je vois que vous en parlez au Canard, et effectivement, il y a que les médias indépendants qui en parlent vraiment, quoi, en fait. Hein. C'est ça la réalité. C'est bon, Dai nous entend. Je vous entendais depuis tout à l'heure, en fait. C'est pas parce que je ne suis pas devant le PC que je ne vous entends pas, les gens. Il faut que vous reteniez ça. Alors, on regarde la fin de l'actu réfractaire et je te raid, Dai, ça te va? Pas de soucis, tu le stream. Là, on est 1200, hein, donc attention. Hein. Inauguré c'est les stats truqués. un laboratoire dans d'anciennes mines près du mont Rushmore. Le labo sera en charge. Il n'y a pas de raison, moi je vais faire comme Joule. Hein. Je vais truquer l'engouement populaire, comme ça les gens se diront ah, mais lui, c'est bon. Parce qu'il y a une espèce de truc d'engouement comme ça, genre s'il est suivi, c'est que c'est bien, donc je vais le suivre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toi qui truc, hein, c'est. Un truc en les stats. Ah, c'est Restream qui. Ouais, c'est bon, c'est Restream qui glitch aujourd'hui, mais. C'est les stats, hein, 1200 viewers en live, un stream normal. Charge de trouver des neutrinos, des particules élémentaires issues du Big Bang, mais aussi de l'activité radioactive. Alors auparavant, les études menées n'ont permis de capter que très peu de neutrinos, en rendant leur étude quasi impossible. Mais la proximité du projet Dune avec un accélérateur de particules devrait permettre de capter 10 neutrinos chaque jour. Et leur étude, elle permettra donc de mieux comprendre l'apparition de la matière dans l'univers. Mais l'étude permettra aussi d'étudier ce qu'on appelle la matière noire, soit 95% de l'univers sur laquelle reposent les planètes, les étoiles, les galaxies. On est mardi, donc on passe à la chronique Affaires et corruption. On attaque de suite avec une énième... On dit neutrino, pas neutrinos. Oui, neutrino, oui. Casserole de la Macronie. Hein. Et ça dépend si tu le dis en espagnol. Ne concerne pas Oudéa. Ça dépend? Si tu le dis en espagnol, c'est bon. Ah, neutrinos. Voilà. Castagnette, mais Bruno Le Maire et Claire Landais, actuel secrétaire général du gouvernement. Les deux font l'objet d'une enquête préliminaire pour présomption de faux en écriture publique. Alors pour la faire courte, il a été signé en 2015 des contrats entre les sociétés autoroutières et les ministres Emmanuel Macron et Ségolène Royal, épaulés par leurs chefs de cabinet respectifs Alexis Kohler et Elisabeth Borne. Ces contrats permettaient la prolongation de... Macron, Ségolène Royal, Alexis Kohler, Elisabeth Borne, très bien. Très bien, hein. Que du beau monde. C'est fuck, marry, kill, là, ouais. Session de 3 ans aux autoroutiers contre un investissement de 3,2 milliards de leur part. Seulement, ces contrats vont rapporter plus de 9 milliards aux sociétés Vinci, Eiffage et Abertis. Un adjoint de Grenoble... 4 milliards, mais aussi c'est 4 milliards, mais moi je ne sais pas ce que c'est. Et c'est. merci équipier polyvalent pour ce 3e mois d'abonnement d'Anival à toi. Merci beaucoup.
Moi, je ne sais pas ce que c'est 4 milliards de super profits. Moi, je ne vois que des belles choses, des belles entreprises françaises qui réussissent. Je ne vois pas 4 milliards de cadeaux fiscaux, je comprends pas. 4 milliards de modestes profits, monsieur Vision. Ouais. Durement mérités. Bah oui, c'est du travail. Hein. Au clair, cette situation a demandé à pouvoir consulter les rapports préparatoires à ces contrats. Réponse de la secrétaire générale du gouvernement et du ministère de l'économie, il n'y en a pas. Seulement, il a finalement été retrouvé une note pour les ministres, datée de janvier 2015, tamponnée d'un secret provenant de Bercy. Donc, clair... Oh, ça a l'air banger ça, Olga. Partage le lien aussi sur Twitch. Il y a une émission hors série, en accès libre. Israël contre les Juifs. Oh, le titre il est énervé. Ça a l'air incroyable. Hein. Et il y a la vidéo complète, donc let's go. Hein. C'est récent, 24 février. C'est vraiment tout récent, donc peut-être un très bon contenu à mater ça. Merci beaucoup, Olga. Irlandais et Bruno Le Maire auraient menti. Ce qui vient mettre une ombre au tableau de celui qui se rêve déjà candidat en 2027. On continue avec le stockage de déchets ultime de Stocamine en Alsace. Alors on vous en a déjà parlé par le passé. En gros, l'État veut condamner à tout jamais les mines qui comportent du mercure, de l'arsenic, de l'amiante, mais aussi des déchets radioactifs. Et d'après des employés du site qui ont témoigné auprès de Rue 89 Strasbourg, il y a bien des déchets nucléaires sous la plus grande nappe phréatique d'Europe. Mais le parquet a classé l'affaire pour prescription. Alors s'il n'y a pas de condamnation, il n'y aura pas de retour en arrière sur le scellement des mines. Encore une fois, l'État est mis à défaut sur son projet de confinement définitif qui, selon lui... Je ne... Pourquoi il n'y a que Canard Réfractaire qui parle de ça en fait? Genre immense force à eux de le faire, bien évidemment, mais pourquoi c'est les seuls en France à en parler en fait? Oui, comme c'est les seuls à faire le travail là. Comme c'est les seuls à parler de politique internationale aussi, et pas simplement de ce qui se passe dans notre hexagone. Il y a toi aussi. Non, mais je veux dire sur YouTube. Ouais, bien sûr, non mais j'entends. Mais ouais, non, c'est une dinguerie. Ne représenterait aucun risque pour l'environnement. On se dirige maintenant du côté de Aucun risque, des petits déchets nucléaires sous la plus grande nappe phréatique d'Europe. Ça me paraît être un cocktail tout à fait normal et sain et tout va bien. Qui aurait pu prévoir ça va. Qui aurait pu prévoir que des millions de personnes seraient empoisonnées par de l'eau toxique? Qui aurait pu prévoir, franchement? Simon, je vous pose la question. Qui pourrait le prévoir? C'est impossible à prévoir. C'est trop facile rétrospectivement. Trop facile. Donc voilà, il y a prescription, rien on enterre, on fait péter, voilà, allez. Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que quand vous vous intéressez au dossier du stockage des déchets nucléaires, en fait, vous vous rendez compte que l'endroit qu'ils ont choisi, malgré toutes les approximations que nous, on aurait l'impression d'avoir d'un point de vue extérieur, sont pas si mauvais. Et en fait, par exemple, vous prenez rien que la formation géologique où ils vont le mettre. Je sais que c'est compliqué, mais il semblerait que si on l'inonde complètement, le truc qu'on a creusé, donc l'eau contaminée parce qu'il y aura un feu, tu sais, s'il y a un feu, on met de l'eau, tu vois. Enfin, j'espère qu'on aura d'autres solutions avant de mettre de l'eau. Il semblerait que la formation géologique dans laquelle ils vont faire les trucs, ça, une goutte d'eau met plusieurs milliers d'années à avancer, en fait. Et c'est pour ça que malgré qu'on soit... C'est une sorte de cul-de-sac géologique dans voilà, c'est ça. Et donc en fait, de ce que disent les géologues, c'est un truc qui serait stable. Ah mais... Ah non, c'est pas Bure. On parle pas de Bure là, ouais. Ah merde, c'est un autre endroit. C'est vrai que c'est aussi dans la région, c'est vers Nancy, Bure, donc enfin à peu près. Hein. Donc c'est dans le même coin. D'accord, bon alors c'est de la merde. Voilà, d'accord. Du coup, ce que tu disais, ça concernait le centre d'enfouissement des déchets de Bure. De Bure. Bure. Apparemment, c'est un peu plus stable que ce qu'ils ont trouvé là, si c'est pas bien. Là, c'était pas de ça qu'on parlait, là, c'était un endroit où ils ont déjà enfoui des trucs illégalement. C'est l'inverse qu'il fallait que je fasse, vous m'entendez. Ah oui. Mais c'était en Alsace, ouais. Merci beaucoup, Aska, pour le 14e mois. Où l'on apprend, grâce à Street Press, que le syndicat Force ouvrière local collabore étroitement avec le maire d'extrême droite, Robert Ménard. Et
pour cause, l'un des cadres du bureau local, Marc Valette, est également conseiller municipal au sport. Celui-ci qui a le plus voté pour Ménard à la présidence du conseil de surveillance de l'hôpital. Et quand les soignants d'un EHPAD de Béziers veulent se mobiliser, celui qui est censé être syndicaliste hospitalier dézingue leur grève dans la presse. Mais le syndicat Force Ouvrière l'affirme. L'important, c'est le dialogue social avec l'édile d'extrême droite, pas sa couleur de chemise. On termine avec l'imam Chalgoumi. Vous savez, c'est celui que Malik Bentala a parfaitement singé dans son sketch il y a quelques... C'est lui, il est connu. Parce que Malik Bentala l'a détruit. On en a parlé, il y avait un homme d'affaires véreux qui l'aurait financé à une époque, qui se faisait passer pour le représentant de la résistance syrienne, qui était milliardaire, mais en fait qui payait jamais rien. Enfin, je sais pas s'ils vont parler de ça, on va voir. Les Français, c'est les girafes. C'est les girafes. Il y a plusieurs catégories de girafes dans la jungle. Il y a long cou, petit cou, moyen cou, oblique, des obliques. Et qui protège les girafes de la France? C'est rhinocéros. C'est rhinocéros. Il y a plusieurs rhinocéros. Petit corne, grand corne, moyen corne. La bolide, c'est un rhinocéros. Et un rhinocéros qui fait la bagarre avec un girafe, ça marche pas. Un cou et un corne dans un cou. Et cet imam, dont personne ne sait d'où provient les fonds, aurait été financé par... C'est vrai que la police, c'est rhinocéros, c'est réel en même temps, il a pas tort là-dessus. Izzat Khattab, un faux milliardaire syrien. Celui-ci, en échange de chèques, sans provision, a pu atteindre les plus hautes sphères du pouvoir politique et financier en France. Ah, je vous ai battu le canard, j'en ai parlé il y a une semaine. J'ai battu le canard, je suis content. Je disais, je suis content, j'ai battu le canard, j'en ai parlé la semaine dernière. Ah bah bravo. Et voilà, la plus-value de ce stream, mesdames et messieurs. Sur des projets lui créant une richesse a posteriori. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à nous soutenir. Merci le canard pour être aussi basé année après année, vidéo après vidéo. Ça fait plaisir. Bon bah écoutez les amis, on va raid Diamond immédiatement. Le raid part dans la foulée. Le raid. Merci beaucoup pour le soutien. Le raid légendaire avec 800 millions de personnes et underscore. C'est die_mon. Merci Tiki Torm pour le follow. Donc du coup on part sur Helldiver. Non, pas tout de suite. Ah merde. On va parler un peu d'actu quand même. J'ai pas envie de jouer Helldiver. Je sais, mais moi je peux pas encore faire des streams Helldivers sur Twitch. Ça n'est pas possible mathématiquement. Ah oui, c'est vrai que c'est Bon. Mais c'est qui cet homme puissant là? Et merci pour le raid du coup. Une affiche qui prouve que t'as 14 000 viewers. Ah bah superbe. J'ai pas suivi le lore, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le nombre truqué de viewers? En fait c'est que Restream... En fait, à chaque fois que quelqu'un regardait le stream sur Twitter, ça ajoutait un viewer mais il s'en allait pas ensuite. Du coup, tous les viewers Twitter se sont rajoutés au nombre de viewers, ce qui fait qu'à la fin on a atteint 1000 et quelques viewers. Merci HBK Live qui offre 5 abonnements à la communauté. N'hésitez pas à remercier votre donateur. C'est un petit glitch. Et à lancer un train introductif de ce live. 380, incroyable. Ça continue de monter. Merci du coup beaucoup et bienvenue aux personnes qui ont été sub. Et en plus ce soutien est d'autant plus le bienvenu que je vais devoir, plus que les autres mois, faire appel à votre soutien parce que j'ai appris récemment par rapport au procès dont je fais l'objet que je vais devoir payer 500 balles supplémentaires parce que Stéphane Edouard, peut-être que lui ça le dérange pas de faire des échanges de conclusions et de payer à chaque fois 500 balles de plus son avocate. Moi ça me dérange un peu plus malheureusement. Donc n'hésitez pas, alors pas à me soutenir pour ça, je ne fais pas de cagnotte, mais à soutenir mon travail plus qu'à l'accoutumée si vous trouvez que ce qu'on fait est plutôt cool, basé si vous pensez que les radios libres doivent continuer à exister sur Twitch, puisque c'est ça un peu le procès qui est fait au-delà de ma petite personne, c'est le procès des radios libres. Est-ce qu'on a le droit de dire le mot con et le mot merde sur internet, en direct, dans des radios libres? Eh bien, on verra normalement. Alors, je sais pas si ce sera. Il m'a dit, mon avocat, ce sera soit en juin, l'audience, soit en septembre. Donc, nous verrons. Merci beaucoup, équipier polyvalent qui rajoute 6 pelletés à ce train inaugural. De même que Delon 3030. 3030, ça fait presque un nom de série de Nvidia qui rajoute ces 4 pelletés. Dani Avad, merci beaucoup pour vos diamants. En fait, Delon 3030, si vous voulez la ref, c'est une référence à un album de hip-hop conceptuel qui est paru au début des années 2000 et qui est vraiment incroyable, qui s'appelle Deltron 3030. Et du coup, j'en avais parlé avec lui, c'est bien une référence à Deltron 3030. Donc voilà, je ne peux que vous inciter à écouter Deltron 3030, c'est vraiment très très cool. Merci Kiki pour le 4e mois. Et merci beaucoup à Nadroid pour son diamant cyan.
Merci infiniment. Notamment d'elle, de Funky Homo Sapiens, qui a fait un célèbre feat avec Gorillaz, qui est le rappeur principal sur ce projet. Ton son rebug plus qu'à l'accoutumée, absolument incroyable. Donc, Est-ce que tu peux faire quelque chose pour ton son? Yes, it's me, Mario. Parce que les précédentes fois, ça marchait mieux. Il faut me le dire, si j'ai un problème de son, moi je m'entends bien. Là, tu grésilles chaque seconde, il n'y a pas de seconde où ça grésille pas en fait. Ok. Caligrillon. meilleur rename Caligrillon. Terrible. Caligrillon featuring les cloches. Ça, ce serait un son de qualité. Le son de Cali bug un peu, faut déco reco du Discord, je crois. Bah, je sais pas. Allo, est-ce que c'est mieux là? Pour l'instant, ça a l'air mieux, ouais. Pour l'instant, c'est mieux. Ça grésille ou pas? Là, tout de suite, ça ne grésille pas. Ça grésille pas, bon, c'est bon. En fait, il faut que je change le bitrate de ma carte son selon les applications que j'utilise. Bref. Merci également à Aguena et Anthony qui ont fait un don sur PayPal entre 2 émissions. Voilà, je voulais remercier les personnes aussi pour qui ça ne déclenche pas d'alerte ni sur Twitch ni sur Streamlabs. 10 sur 10 le son. Bon, bah il semble que ça se soit amélioré. T'as parlé de quoi ce soir, toi, Kali? Ce soir, à part la cure réfractaire. Ouais, aujourd'hui, enfin un matin ou peut-être une nuit. On a écouté l'interview d'hier de Yael Braun-Pivet, on a écouté le débat catastrophique entre Michael Zemmour et François-Olivier Gisbert, c'était horrible, je me suis beaucoup énervé. On a regardé aussi une vidéo de Padu sur sur Psychodélique et sa transphobie et Marguerite Stern, donc voilà. Ah, je l'ai vu passer, je l'ai pas encore regardé, tu vois. C'était bien. On l'a regardé, elle est pas très longue. Enfin, bien. Voilà, on a parlé pas mal politique au final. Hein. Est-ce que c'est pas ce que les gens attendaient, Kali? Ah bah c'est ce que les gens veulent. Hein. C'est ce que les gens veulent. Tu le dis avec un petit soupir, un peu de désespoir dans la voix, de lassitude. Parce que c'est cyclique, quoi. C'est tout le temps la même merde au final, de pire en pire, j'ai l'impression. Donc. Attends, moi j'ai une idée. Déjà, est-ce que t'as parlé de ton invité d'hier soir, de ton live d'hier soir, pour un peu... Ça, c'est vrai. Psychédélique. Ça, c'est vrai que hier, on a parlé de psychédélique avec Zoé Dubus, docteur Zoé Dubus. C'était absolument un régal. 3h20 vraiment de poulet. Donc, si le sujet des psychédéliques vous intéresse, LSD, MDMA, champignons, on a parlé de l'histoire, parce qu'elle est docteur en histoire de la médecine. Donc, on a parlé de l'histoire de ces substances, de leur usage, de leurs effets, plein de choses. En 3h20, on a abordé beaucoup de sujets. Vraiment, c'est un puits de science. Zoé Dubus, donc c'était vraiment un plaisir de parler avec elle. Et on en refera une, parce qu'elle a dit elle-même, voilà, elle n'a pas pu répondre à toutes les questions du chat, donc on en refera une peut-être un peu plus focus sur le chat ou avec une thématique particulière. Donc, voilà. Parce que je suis passé au début de l'échange questions-réponses où elle dit d'habitude j'en prends que 4-5, mais là j'ai un peu plus le temps, mais vous avez été une source intarissable de questions visiblement. Ouais, il y a eu pas mal de questions dans le chat, après il y a eu aussi des remarques un peu plus, mais j'ai essayé de relayer, mais c'est vrai que parfois je l'écoutais et tu vois, j'étais passionné par ce qu'elle disait, donc j'avais pas forcément le temps de lire le chat, ou alors je disais le chat nous aurait fait faire encore un autre détour et tout. Déjà qu'on a ouvert pas mal de tiroirs, mais voilà, je pense en 3h20 on a quand même bien fait le tour de des trucs qu'on a abordés. Merci on a pour l'anonyme qui offre un abonnement à beaucoup d'aspects et on a débunké beaucoup de légendes urbaines sur toutes ces choses. Donc c'est une émission informée, c'est ça que je voulais faire, une émission informée et pas avoir une énième discussion entre stoners qui sont là, oui, mais c'est avec des légendes urbaines, des trucs qui sont pas, voilà, là au moins c'était ancré dans les faits, dans la recherche et tout, c'était ultra carré quoi, donc c'est ça que je voulais. Ouais. Et d'ailleurs, je vous spoil pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais on a trouvé quelqu'un qui était plus radical que Calivision sur la de fou. Après, maintenant, moi, je me suis rangé à son avis, mais clairement, ouais. Oui, on est Zoé présidente. Oui. Oui, on est un peu tous sur son avis, mais moi aussi, tu sais, parce que ministre moi, des psychédéliques. pour une forme de marché et tout, de marché commercial et tout. Mais c'est vrai que l'idéal de l'idéal, ce serait fabriquez-nous notre LSD, fabriquez-nous notre MDMA, parce que ça a été vraiment les deux drogues, entre guillemets, qui ont été décortiquées et qui pourraient nous apporter quelque chose, et qui nous apportent quelque chose au niveau médical. Et faites papier, quoi. Nous cassez pas les couilles, on a besoin de lever et voir... Elle, pour préciser son avis, parce que t'as pas dit exactement ce qu'elle proposait, elle proposait un permis. Voilà, en gros, tu passes un permis. À partir de 18 ans, tu peux passer un permis. Et si tu as le permis, ben, tu peux consommer en connaissance, évidemment, avec t'as un permis de se foncer, des connaissances à acquérir, permis de se droguer, d'utiliser les molécules qui te semblent bonnes pour toi, en connaissance de cause, en sachant éviter les excès, éviter les pratiques dangereuses, les mélanges, les trucs, tu vois. Voilà. Alors, on va pas refaire le débat d'hier, parce qu'en plus, les gens iront le voir directement, mais est-ce qu'il faut passer le permis molécule par molécule ou pour un package complet?
Alors là, l'idée c'était pour toutes les molécules et pour apprendre justement à connaître et comprendre l'ensemble des substances, hein, pas juste les substances qui t'intéressent. Justement, connaître tout pour bien être informé, même par rapport aux autres, tu vois, même si toi tu les consommes pas, savoir que tel produit. Tu vois, aujourd'hui il y a une telle désinformation. Typiquement, quand t'entends, t'es au-dessus de France Info sur Twitch, Daimon, je te le dis. Hein. Mais typiquement, quand t'entends des débats, par exemple à France Info, t'as des gens qui te disent oui, l'alcool n'est pas une drogue, tu vois, genre. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, on est dans un tel débat médiocre que déjà, juste dire la vérité sur les substances, c'est déjà révolutionnaire presque, tu vois. Donc on en est là, quoi. Ouais. C'est en détant de quoi que la vérité devient révolutionnaire? Pour la dangerosité des mélanges, etc. Genre comme ça, quand tu as ton permis, tu sais à peu près les risques que tu as et tu sais à quoi tu t'exposes, quoi. Exactement. Et surtout, on aurait accès à des produits purs, faits par l'État, contrôlés en laboratoire et tout, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, ce qui a été intéressant dans ce que disait Zoé, que j'avais pas connaissance, et pourtant il y avait beaucoup de trucs. Bon, j'étais troll sur le chat, mais tu sais, il y a quand même des trucs en mode, tu sais, c'était des infos que j'avais. Je pensais que c'était un peu, tu sais, pas des trucs officieux, pas des trucs réels et tout. Ça a été un peu confirmé et tout. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi le truc, putain, je viens d'oublier ce que je voulais dire. Et merde, il y a le. On va t'enlever ton permis, Aurélien. Oui. Il semble que tu as abusé des substances. Retraite permis pour Aurélien. Justement, là, je viens de me fumer du rosing, le truc il est à 80% de voilà, non mais ça il faut le faire. C'est très très mal de faire des presses hydrauliques, ça c'est très mal. C'est du poids lourd là. Tiens. Non, du coup, oui, non, c'est ça, voilà. Moi, voilà, nous condamnons fermement. Plus les molécules sont pures, en général, et moins vous avez d'overdose, moins vous avez de... C'est-à-dire que, par exemple, la MDMA, elle nous a dit pendant des années, elle a été... Non, c'est la MDMA, c'est quelle molécule qui c'était la MDMA dont tu parlais. Et moi, je lui ai dit, oui, mais la MDMA, je trouve ça assez dur pour le corps, etc. Et elle m'a dit, en fait, c'est parce qu'elle n'était pas de bonne qualité, ta MDMA, au fond. Ouais. Et au fond, elle a sans doute raison. La French Connection, le truc sur la French Connection. C'est le truc que j'ai pris en teuf au Portugal, c'était pas, tu vois, c'était de la drogue de rue, quoi. Clairement, c'était pas des trucs qui sortaient de laboratoire, hein, c'est évident. Enfin, ils étaient loin du laboratoire, quoi. Et il y a un truc aussi qui est très intéressant, quand vous verrez, elle nous parle de la French Connection, nous disant que justement, à l'époque, quand la French Connection fabriquait de l'héroïne, il y avait beaucoup moins de problèmes d'overdose et tout en France. Oui. C'est hallucinant, c'est dingue. Hein. C'est un truc contre-intuitif de fou, mais ouais, il nous a expliqué ça, c'est clair. Moi, je suis tombé sur le cul. Je ne savais pas, tu vois. Ça, c'est un truc, vraiment une info que. Connection, très bon film. Salut. Bon, je vais arrêter de parler parce qu'il faut que Damon et toi vous fassiez votre live. Merde, je voulais rajouter un truc. Bah vas-y, moi, on a le temps, c'est bon. Parce que moi, du coup, franchement, je l'ai regardé en rediff ce matin. Bon, pour l'instant, j'ai vu que la moitié parce qu'après, j'ai vu. Voilà. Mais moi, c'est vraiment toute la partie sur la psychiatrie où j'étais un peu en mode je connais. Genre, quand elle parle des électrochocs, etc., genre, vu que moi, j'ai eu une thérapie par électrochoc quand j'étais à l'HP, bah, je me suis dit, purée, à tout moment, il y a quelques années, on m'aurait foutu sous LSD, quoi. Ça m'a fait un peu rire. Ou peut-être dans quelques années, justement, vu que maintenant, comme elle le disait, là, depuis un mois, il commence à y avoir des expérimentations à base du coup de psilocybine, je crois que c'est ce qu'elle nous a dit, de thérapie, donc en 3 étapes comme ils font en Suisse. Ça commence à arriver en France là maintenant, donc voilà. Ouais, maintenant que tu. Comment on peut candidater Moi, je me sens surmené par le stream. J'ai besoin qu'on m'administre des substances. Non. Et ouais, du coup, je disais justement, Imodem, quand hier soir, elle parlait, tu sais, de tout ce qu'ils étaient en train de faire au niveau de la recherche et tout. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, ça aurait été trop utile pour certaines personnes qu'on connaît. Et justement, j'ai pensé à toi, tu vois, je me suis dit, putain, mais on va faire des avancées, quoi. Parce que moi, tu sais, dans la vidéo, quand tu parles de l'électrochoc, sur le coup, quand je l'ai regardé la dernière fois, tu sais, j'ai pas fait le tilt dans ma tête à me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs et tout? Et là, Zoé, elle nous a donné une solution, tu sais, combien il y a de gens qui éviteraient ne serait-ce que d'aller dans des... Je pense que ça pourrait se faire rapidement, tu vois. Genre, en vrai, tout ce qu'elle disait dans le cadre du traitement psychiatrique et des thérapies, genre j'étais grave en mode, je comprends, genre quand elle disait oui, à une époque on l'utilisait, mais c'était sans le consentement ou sans trop expliquer aux gens, ou quand on voulait faire les tests. C'est grave. Hein. Mais moi je repensais au moment où on m'a donné, genre, moi c'était des neuroleptiques, tu vois, c'est pas la même chose, mais en vrai, ça te shoot. Ouais, mais oui, aussi, tu vois, c'est le but. En fait, et du coup, j'étais en mode, effectivement, quand on te donne mal, tu réagis mal, tu vois. Genre, vraiment, moi, le jour où on m'en l'a donné sans que je sois au courant et que je m'en suis rendu compte, j'ai commencé à péter un plomb, alors qu'en vrai, j'étais juste calme et ça m'avait pas fait grand chose parce que j'étais habituée à pire, tu vois. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment pété un câble et j'ai ressenti les effets en x1000, tu vois.
Ouais, parce qu'en fait, mais ça c'est n'importe quelle molécule. Si on te donne des molécules et qu'on t'explique pas les effets, qu'on t'explique pas les différentes phases que tu vas vivre et tout, ben forcément, enfin, t'es pas obligé de le vivre mal, mais il y a de grandes chances que tu vives mal. Et c'est vrai avec n'importe quelle substance, n'importe quelle molécule. Donc, dans un cadre médical, on devrait te donner des médicaments en conscience, et tu devrais être en conscience quand tu les prends de ce que ça va te faire, tu vois. Mais c'est pas le cas, malheureusement, pas du tout le cas, quoi. Pas du tout systématique d'expliquer aux gens ce qu'ils vont prendre comme molécule, ce que ça va leur faire, etc. Sur le moyen terme aussi. Non, mais même on te dit même pas que tu peux refuser les traitements. Enfin, genre c'est noté, mais on te le rappelle pas quand t'arrives, et quand tu sais pas, moi je savais pas. Ouais. En tout cas, Zoé basé de fou. Ils ont l'air d'avoir plutôt bien apprécié. Ah oui, de fou. N'hésite pas à remettre le lien de l'intervention de l'émission d'hier sur le chat, comme ça les gens pourront aller regarder. De quoi on va parler nous ce soir? Moi on revoyait la parodie tout à l'heure de l'imam Chalgoumi et sur laquelle on avait réact dans cette même émission d'ailleurs. J'en ai une, bon elle est pas aussi bien, mais j'aurais une parodie vraiment pas mal à vous proposer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu disais, Moura? Oui, je disais la parodie c'était l'heure de trop. Ouais. L'heure de trop au lieu l'heure des pros. Oui, l'heure de trop, présenté par Pascal Trop, écrit par Malik Bentala, voilà. Évidemment. Alors, il publie vraiment beaucoup en ce moment. Alors après, c'est inégal. Des fois, il y a des parodies d'émissions littéraires qui me laissent un peu froid. Mais il y en a de temps en temps où il arrive au sommet comme celle-là, quoi. Et vous avez le lien que Kali vient de vous mettre. Donc, de quoi on va parler? On parlera un petit peu d'international aujourd'hui, avec notamment la crise à Haïti. Je l'avais évoqué dans l'émission d'avant-hier, en disant que oui, c'est dommage qu'on n'ait pas fait de sujet dessus. Toi, Kali, est-ce que tu as suivi un peu le dos? Moi, je sais que Moura, il connaît tous les pays, donc il pourra discuter avec moi du pourquoi de la situation à laquelle on est arrivé aujourd'hui. Est-ce que finalement... Oui. Est-ce que tu as peu dormi? Pourquoi? Ou est-ce que tu viens de te réveiller? Non, je me suis levé ce matin. J'ai passé la journée à me documenter, du coup... Enfin, une bonne partie de la journée à me documenter là-dessus. Très bien. D'ailleurs, si vous voulez en savoir vraiment plus sur Haïti en détail, il y a la chaîne 7 jours sur Terre qui a fait un documentaire entier sur l'histoire d'Haïti. C'est la chaîne québécoise qu'on regarde de temps en temps 7 jours sur Terre, la chaîne québécoise. Ouais. On a déjà fait quelques réacts, je crois, dessus. Ouais. Du coup, je partagerai, je sais plus comment ça s'appelle le documentaire, mais c'est 52 minutes et c'est incroyable. Ils expliquent, ils remontent jusqu'à l'histoire d'indépendance du pays. Bref, on en reparlera quand tu parleras, si je suis encore là, quand tu reparles le sujet, mais allez voir ce documentaire de 7 jours sur Terre, le pillage du peuple haïtien raconté. Voilà, et ça va jusqu'à nos jours, jusqu'à l'assassinat du président d'Haïti qui a eu lieu en 2021. C'est quand même il y en avait déjà eu un en 1915, il me semble. Le plus peuplé des Caraïbes, leur président a été assassiné par un groupe de commandos privés. Ouais. Voilà quoi, rien que ça. Et aujourd'hui, le pays, l'État est inexistant et c'est quasiment la guerre civile. Un commando colombien, je crois, je sais plus. En 2021, l'assassinat. Ouais, mais c'était un commando colombien? Ou est-ce que je confonds avec... Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des liens parce que la Colombie c'est paramilitaire land, ça allait un peu moins depuis l'arrivée de Gustavo Petro, mais bon. Mais ça avait été facilité d'ailleurs, il y avait que 23 membres de son service de sécurité sur les 600 et quelques qu'il devait y avoir. C'était des mecs qui tiraient 25 cartouches par an, dont 3 qui atteignaient la cible. Genre j'ai regardé un peu le détail, enfin c'était gratiné. Et ils ont résisté comme ils ont pu, certains se sont rendus, mais bon ils n'ont pas pu faire grand chose contre des paramilitaires qui étaient largement mieux. Alors il le résumait en disant beaucoup mieux entraîné, beaucoup plus motivé, beaucoup mieux équipé que, donc évidemment ça n'a pas... Alors il y avait une partie des commandos, le but c'était surtout d'avoir un butin de entre 10 et 20 millions de dollars. Alors j'essaie de vous retrouver les choses, mais entre 10 et 20 millions de dollars. Oui, c'était une prime quoi. Et de favoriser l'arrivée d'un nouveau président, ou le forcer à nommer un nouveau président. Et pour une autre partie du commando, d'après le témoignage d'un des mercenaires, c'était bien de le buter depuis le début, mais qu'ils n'étaient pas tous au courant visiblement.
Bon, t'en reparleras. T'en parles maintenant du coup d'Haïti. Je vais juste finir le sommaire, histoire 2, et on revient dessus. Okay. On aura donc une parodie qui m'a fait plutôt rire. Est-ce que Taylor Swift peut sauver le capitalisme? Bah écoutez, c'est l'étonnante question posée par Romaric Godin dans les colonnes numériques de Mediapart aujourd'hui. Sur l'international toujours, on aura Macron qui fait encore l'unanimité contre lui en déclarant au chef de l'ensemble des partis politiques, je le cite, « La position de la France a changé, il n'y a plus de ligne rouge, il n'y a plus de limite », d'où le titre de ce live, « Nos limites pour l'Ukraine ». Eh bien, de LFI, en passant par le PCF, certaines personnes de sa majorité, et il y avait tous les chefs de partis, notamment Jordan Bardella, enfin tout le monde était contre les déclarations de Macron, qui fait l'unanimité du coup contre lui, mais c'est un petit peu une constante, et c'est l'importance d'être constant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, on verra en bonus. On a RSF qui insiste sur le pluralisme médiatique jusqu'en Russie cette fois. Pas que CNews. Ils veulent balancer un bouquet, même pas juste une seule chaîne, un bouquet d'une vingtaine de chaînes russes à destination de la Biélorussie et de la Russie en disant bah voilà, il n'y a pas de raison que eux ils nous désinforment et que nous on n'essaye pas d'apporter notre point de vue aussi. Alors je sais pas si de leur point de vue ce sera de la désinformation ou pas. Et on avait la dernière vidéo, je sais pas si t'as réact dessus, Kali, parce que j'avais prévu ça comme réact, de Host qui couvre la guerre en RDC contre M23. Enfin, on en avait parlé un petit peu. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 semaines, il me semble. Non, j'ai pas regardé ça. Enfin, du coup. Très bonne vidéo. Ouais, je l'ai pas encore vue, du coup. Mais... Elle est pas mal, parce qu'en plus oui, des vidéos. Il y a Host qui français, fait de l'international, du coup. On disait, il y avait que le canard. Concises, qui ont un bon point de vue sur la guerre qui se passe en ce moment en RDC, il y en a pas mal, c'est une bonne entrée en figure. Ah, le sujet d'Arte était bien, il faisait que 30 minutes. Hein. On en avait regardé. Si vous voulez plus de détails sur la RDC, ce qui s'y passe, je vous recommande la chaîne du journaliste, il me semble qu'il est congolais, en tout cas africain c'est sûr, Alain Foka, qui a beaucoup couvert le sujet, qui est même allé sur place et qui connaît très bien le conflit en RDC et à quel point beaucoup trop de sociétés occidentales sont engrainé dans ce conflit. Voilà, je crois même qu'il y a une playlist. J'ai retrouvé la vidéo que j'avais vue. Ouais, vraiment Moura, les bons tuyaux Soro. Quel que soit le sujet, il a une chaîne à vous recommander, tout de même. Ah mais... J'ai le droit de repousser la pub quand c'est au début d'un sujet, je l'ai fait. D'accord, bah écoute, je te laisse gérer, monsieur Hibou. Mais sinon, généralement, quand il y a la pub, de toute façon, on attend... Parce que est-ce que c'est mieux quand c'est au début d'un sujet, au milieu d'un sujet, à la fin d'un sujet? Je ne sais pas. Évidemment, n'hésitez pas à vous prononcer. Et ouais, comment on peut faire un récap de tout ce qui ne va pas et pourquoi en Haïti? Donc actuellement, c'est un taux d'homicide qui a été multiplié par 2 par rapport à 2022. C'est un Premier ministre qui assure l'intérim depuis déjà 3 ans. Et qui pour l'instant n'a pas lâché le pouvoir. C'est en face une guerre des gangs, mais une guerre des gangs qui sont d'une grande brutalité, mais qui demande aussi simplement un changement de régime, d'après ce qui a l'air d'être revendiqué par ce monsieur Barbecue, que vous avez peut-être vu défiler sur les réseaux sociaux. Oui, c'est parce qu'il aime cramer des trucs. Il n'a pas dit des gens, mais en tout cas des choses. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que finalement c'est pas une constante, puisqu'on parlait de constance tout à l'heure en Haïti, d'avoir si on accepte Papa et Baby Doc, des présidents qui ne durent pas très très longtemps au pouvoir et qui sont souvent dégagés par un coup d'État? Oui, c'est constant, souvent d'ailleurs même des coups d'État financés par les États-Unis, qui après renversent ceux qui avaient eu au pouvoir suite à des accords avec les anciens. Enfin, vraiment le contrôle des puissances occidentales sur Haïti est très très fort et ils font exprès de maintenir une forme d'instabilité pour assurer un niveau de vie de la population très faible et la main-d'œuvre vraiment pas chère. Hein. C'est ça l'intérêt aussi de toutes ces manœuvres-là. Je spoil un peu peut-être la conclusion que tu avais, mais la triste réalité d'Haïti, c'est ça, c'est vraiment un peuple quasi martyr à ce stade. Enfin, pendant le séisme aussi en 2010, il y avait eu d'énormes polémiques sur la façon dont l'aide avait été attribuée, énormément de corruption, ouais. Ouais, la façon dont les Américains avaient contrôlé l'arrivée de l'aide à l'aéroport et que du coup ça avait littéralement causé la mort de tas de gens parce que ça a été fait n'importe comment. Il y avait des soupçons de vraiment abominables de kidnapping d'enfants, etc. Vraiment des trucs très très sombres et je dois avouer que j'ai jamais eu le fin mot de ça, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment... clairement, je veux dire, ce qui est évident, c'est que le peuple haïtien
a été très très mal aidé. C'est un des pays les plus pauvres du monde déjà de base. Ouais, qui est un des pays les plus pauvres du monde, c'est clair et net. Mais il y avait voilà, en plus une espèce de surmortalité liée à la mauvaise gestion du séisme et derrière des accusations encore plus sombres. Donc bref, c'est l'un des plus pauvres du monde et l'un des plus peuplés. C'est le pays le plus peuplé des Caraïbes. Hein. C'est 12 millions de personnes qui vivent là-bas quand même. Sur un territoire qui est à peu près grand comme la Belgique. Ouais, c'est une petite moitié de ce qu'on appelait Saint-Domingue Hispaniola à l'époque, où l'autre partie est occupée par la République dominicaine, je crois. D'ailleurs, je rappelle, la France doit toujours rembourser les 21 milliards qu'elle a extorqués à Haïti pendant des centaines d'années. Oui, parce que en fait, l'histoire d'Haïti, en fait, c'est ça, c'est que c'est l'histoire où le colonialisme et le néocolonialisme se voient le plus. Alors le néocolonialisme américain, mais comme tu le mentionnes, aussi parfois, souvent français dans l'histoire de ce pays. Ah, comme par hasard, je dis ça, je dis rien, mais la plupart des Haïtiens ont des noms qui sonnent très francophones, et certains parlent un créole français, beaucoup même. Bien sûr. Donc, ils s'appellent tous Jacques ou quelque chose comme ça. Donc, même là, celui qui a présenté Barbecue, son vrai nom c'est Jimmy Mestifié, il me semble. Enfin, voilà, Jimmy, ça fait plus américain sur le coup. Ouais. Oui, voilà, parce qu'avec le temps, c'est plus l'influence américaine qui se fait ressentir sur l'île, mais voilà. Pourtant, c'est un pays qui, malgré tout, a une très riche culture, hein, notamment le vaudou haïtien, beaucoup de folklore et tout. C'était Paul Zombie qui avait donné son nom d'ailleurs au mouvement, enfin à tout le folklore zombie derrière, qui était lié d'une façon assez sanglante à l'histoire de l'émancipation de l'île. Parce que c'est aussi déjà l'histoire de l'indépendance, c'était dès 1804, c'était un des premiers pays à obtenir son indépendance finalement. C'est même le tout premier État noir du monde, hein. Oui. De l'ère moderne en tout cas. Mais qui a direct été mis dans l'os parce qu'on leur a dit remboursez vos anciens maîtres esclaves. Et finalement, Toussaint Louverture, là, le premier, en fait, l'artisan de cette indépendance, qui lui avait l'air d'être plutôt basé, lui, il est mort dans une geôle dans le Doubs, en déportation en France. D'ailleurs, de ces mauvais traitements et du climat qui y régnait. Hein, déjà, en tant que métropolitain, si vous avez déjà été dans le Doubs, bah, vous avez douillé, justement, c'est de là que vient le nom. Hein. Et par contre, son successeur, lui, il était un peu plus vénère, tu vois. Donc, oui, Jean-Claude Dessalines. C'est ça. Qui est un grand héros de l'indépendance d'Haïti, mais qui malheureusement... Et ça s'est fait avec des massacres aussi. C'est un peu fait avoir par la France, pour faire simple. Notamment par Napoléon. Hein, voilà, c'est Napoléon, le prince, qui a mis Haïti. Oui, parce que Napoléon qui avait voulu rétablir l'esclavage là-bas, qui avait été aboli. Alors, je sais plus si c'était sous contrôle, sous domination anglaise ou française au moment où ça s'est fait. Je sais plus quel était l'argument en mode bon bah là où ça n'a pas été aboli, et l'esclavage continue, et du coup un soulèvement qui avait mené à leur indépendance. Mais déjà par rapport au coup d'État, cette historique de coup d'État, à l'époque où bon c'était pas le président le plus basé, mais c'était Jean-Baptiste Aristide quand il avait été élu. Les anciens alors je sais plus comment ils se faisaient appeler, mais les anciens de Papa Doc et Baby Doc, qui étaient une dynastie de dictateurs. Les Tuvaliers, voilà. Ouais, mais je sais plus comment ils se faisaient appeler, les tontons quelque chose, leur escadron de la mort là. Les tontons Macoutes, c'était la milice privée de la dictature Duvalier. Voilà. Et eux, ils ont fait des massacres. Ouais, hein. Vraiment, c'est à la machette, hein, donc c'est très sauvage ce qu'ils ont fait. Hein. Et eux, quand ce mec a été élu, ils ont déclaré que c'était un coup d'état électoral. Je sais pas quoi faire de cette formulation. En gros, Jean Aristide Briand, pour situer, c'était un peu un chrétien de gauche, beaucoup inspiré par la théologie de la libération et tout. Il me semble il était pasteur ou prêtre. Non, prêtre catholique. Je crois qu'il était prêtre, ouais. Prêtre catholique. Il était très charismatique, il a beaucoup mobilisé dans son pays. Il a réussi, peut-être Damon va faire l'historique, mais c'est probablement le président qui s'est le plus battu pour que justice soit faite à Haïti, pour que la France commence des remboursements et tout. Il est encore en vie. Mais il s'est un peu je crois que quand dans un autre mandat, il s'est couché. Les Américains ont dit voilà, tu reviens, mais tu reviens pour la durée qu'on veut. Tu appliques le programme qu'on veut. Alors lui, il a un peu traîné des pieds, mais par contre, son successeur, il a tout cédé aux Américains. Oui, c'est ça. En gros, il a été obligé de concéder aux Américains pour retourner au pouvoir. Et après, il a quand même essayé de faire chier la France pour qu'elle rembourse. Et c'est lui notamment
qui a estimé lui-même le montant des indemnités que devait la France à Haïti. Et donc il a évalué les 21 milliards. Il en avait même fait un slogan politique, 21 milliards ou rien. Je crois que c'était quelque chose comme ça. La France de Jacques Chirac a bien évidemment dit non, jamais. Oh, c'est du passé, pourquoi vous nous faites chier avec ça, c'est du passé, blablabla. Et au final, il a été dégagé du pouvoir. Là encore par pression des Américains pour que son successeur applique bien le programme qu'il voulait qu'il applique. Et donc il est encore en vie, genre Aristide Briand, mais on n'a plus trop de nouvelles de lui, on ne sait pas trop ce qu'il devient. Bah il est parti en exil. Oui, il est en exil, mais depuis, ça fait au moins 10-15 ans. Merci pour le follow, Tignas. Je sais pas s'il y a beaucoup de news de lui, si les gens peuvent me dire qu'est-ce qu'il devient, parce que c'est quand même un personnage historique très important et il est un peu perdu de vue. Et donc ouais, à ce sujet, moi je vous recommanderais, alors je vous ai mis, parce que il y a la chaîne que vous recommande Moura, vous avez un dessous des cartes qui est assez intéressant, il y a un article du Monde Diplomatique aussi qui est assez éloquent en la matière, avec notamment une citation d'un officiel américain qui avait été dépêché là-bas. Bon, c'était pas le plus droitard qu'ils auraient pu y envoyer. Et comment il s'appelait? J'ai noté ça quelque part. Daniel Lewis Foote. Ouais. Juste, je réponds à Thierry dans le chat qui comprend pas très bien ce qu'on dit. Ceux qui ont commis des massacres, c'est les Duvalier. Donc le père François Duvalier et son fils Jean-Claude, qui ont dirigé Haïti pendant 30 ans. Ah, l'indépendance s'est fait aussi au prix de massacre à l'époque, hein, mais de part et d'autre évidemment. Mais... De 54 à 86. Ils ont dirigé Haïti et ils avaient une milice privée à eux qui faisait régner la terreur politique qui s'appelait Tonton Macoute. Voilà, c'est eux. Et c'est contre eux que s'est battu Jean-Aristide Briand. Parce qu'ils se sont maintenus largement après le départ de Baby Doc. Ouais, le fils Baby Doc a gardé une influence malgré l'arrivée au pouvoir et les retours qui lui s'est exilé en France, par contre, je crois. De Jean-Aristide Briand. Ah bah oui, comme par hasard. Alors, je pourrais vous faire un long sujet dessus, vous faire des lectures entières, mais bon, on n'a pas trop le temps, et c'est pas trop le concept du couvre-feu, on essaie plus de vous résumer les trucs. J'aimerais au moins vous déclarer, vous lire la déclaration de l'envoyé spécial, pourtant des États-Unis en Haïti, Daniel Lewis Foote, qui critiquera dans sa lettre de démission, hein, c'est comme ça qu'il claque la porte, en septembre 2021, l'ingérence de son propre pays. Je le cite donc... Je pense qu'Haïti ne connaîtra jamais la stabilité tant que ses citoyens ne seront pas jugés dignes de choisir leurs dirigeants en toute équité et honnêteté. On ne peut être qu'effaré par cette illusion de toute puissance qui nous persuade que ce serait à nous, une fois de plus, de désigner le vainqueur. Et c'est un petit peu ça le problème du pays. C'est que ce soit sous influence française, même si on remonte avant espagnole ou plus récemment américaine, en fait c'est simplement l'histoire d'un pays qui retourne en fait dans une nouvelle forme de colonialisme. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Moura, tu as l'air d'être très loin. Bah, en tout cas, n'hésitez pas si vous voulez réagir dessus. Aurélien, Kali, l'ours. Est-ce que vous connaissez un petit peu les bails par rapport avec ce pays ou pas? L'objectif, c'est aussi d'en discuter ensemble. Merci mon bon Blaise. C'est ça, pour le follow. Est-ce que vous m'entendez? Absolument personne ne me répond en vocal. Oui, on n'est pas assez informé pour réagir, je pense. C'est ça. Jean-Bertrand Aristide, t'as confondu avec Aristide Briand. J'ai dit Aristide Briand, moi? Bah peut-être, bah si c'est le cas... T'as dit Jean-Aristide Briand au moment, oui. Peut-être, ah ouais. Bon bah dans ce cas-là, mea culpa. Du coup, histoire de dédoumer un petit peu de ce sujet, bah, qu'on continuera à suivre du coup. Alors oui, dernière nouvelle d'ailleurs, le Premier ministre... Ariel Henry, c'est ça. Ariel Henry, en fait, ne peut même pas retourner dans le pays. C'est lui qui est sur l'intérim. Et il était au Kenya en déplacement. C'est pour ça qu'il était en dehors du pays. Parce qu'il doit y avoir une force... alors, est-ce que ce sera une force d'intervention ou une force policière d'intervention internationale? C'est pour ça qu'il était au Kenya, parce que ce sera international, mais sous commandement du Kenya. Bon, au moins, ce ne sera pas directement sous contrôle des États-Unis pour une fois. Je ne sais pas si ça se traduira par quelque chose de très très différent. Et ce qui ne serait pas simplement préférable que l'intérim se termine au bout de 3 ans.
comme hein, on a vu au Sénégal avec Macky Sall, où finalement ils ont annoncé là des élections pour la fin du mois, ça devait être le 3 avril, finalement ça va être la fin du mois, histoire de faire une affaire à suivre. Il l'a dit 3 fois, bah 3 fois, désolé du coup. Simer, je connaissais que dalle l'histoire d'Haïti, donc merci pour les éclaircissements. Bon, on vous fait qu'un résumé assez succinct. Et donc, on va pouvoir dédoumer avec une parodie chantée, alors avec une parodie d'un groupe et surtout d'une chanson qu'on aimerait oublier. Alors moi-même, pour anecdote, j'avais fait une parodie de cette chanson à l'époque du collège. Mais la leur est mieux. Ça s'appelle La Tribu d'Hanouna, c'est par les Goguettes. Bah, j'espère qu'ils ne feront pas bloquer la rediff de ce live s'ils veulent remonétiser. Évidemment, ils le peuvent, ça s'accompagne même d'un clip. Est-ce que vous connaissez les Goguettes? Je sais que l'ours connaît parce que je crois que c'est lui qui m'avait suggéré la chaîne. Est-ce que je suis pas le cirque de Gavarnie? Non. Comment? L'ours? Oui, bah, je connais, ouais, c'est sympathique, c'est... Est-ce que tu as vu cette... bonne offre. Est-ce que tu l'as vu celle-là? Non, elle doit être assez récente. Eh bah, elle est tout à fait incroyable. On va la regarder ensemble. Est-ce que j'ai bien coupé le son de l'autre côté? Oui, c'est le cas. Écoutons cette merveille. Ah oui, alors par contre, oui, évidemment, ce sera démonétisé à cause de... Ah, quoique, je crois que c'est eux qui refont l'instrumental. J'en suis pas sûr. Au pire, je muterai les passages concernés. Alors, c'est pas l'intro original, ouais. Je veux passer à l'antenne d'un talk show à l'américaine, un truc plein de polémiques, de mauvais goût et de séquences obscènes. Geoffroy, le chef du JDD, est venu me chercher. Il m'a dit... Il fait même une blague là-dessus, t'inquiète pas. C'est ce qu'il te faut comme émission de télé. Je te le dis tout de suite, ça se passe sur C8, là où la pensée n'est pas encore trop déconstruite. C'est une bonne place pour défendre notre terre contre ces woke bien pensants qui veulent croiser le fer. J'ai prié 2 semaines la statue de Saint-Bolloré. J'ai sacrifié au moins 200 paquets de feuilles au CV. Et puis n'écoutant que ma foi, je leur ai envoyé mon CV. Ségolène Royal l'a fait, je devrais pouvoir y arriver. J'ai du courage et plein de blagues macho. À côté de moi, Bigard passera pour Victor Hugo, car c'est la première fois pour moi que j'affronte le CSA. Et j'espère être digne de la tribu d'Hanouna. Eh bien, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Dans la télé, oh, d'Hanouna, la li la la, dans la télé, oh, on relève le niveau dans la télé, oh, d'Hanouna, la li. Bah, celui qui me fait triper, c'est le vieux avec la cornemuse. Il est à fond pendant tout le long. Autre chose que Pernod. Pas. Puis j'ai été recruté chroniqueur à TPMP. J'ai su que j'étais à ma place dès la première journée. Dans l'original, il répète pas mieux. C'est d'une importance extrême pour ou contre la couleur de peau de la petite sirène. C'est ça qui, en fait, c'est là où je trouve que c'est vraiment faible, c'est-à-dire qu'il reprend intégralement le flow de la chanson originale, bon, qui est un classique à Tribu d'Hanouna. Ok, tout le monde la connaît par cœur au karaoké. Oh, ça, de 8 à 60 ans, tout le monde peut la chanter. Tu vois, c'est vraiment le morceau tarte à la crème par excellence. Et t'as des cadences du coup qui sont celles du morceau, tu vois, il faut juste les faire et même ça il n'arrive pas à le faire en fait, donc c'est drôle premier degré. Ah c'est vraiment, moi pour que je trouve ça drôle, faut que je regarde 5e degré, je me dis oui, genre c'est rigolo de loin, mais après je trouve ça très balourd. Après moi c'est parce que je suis cruel hein, mais voilà. Oui, non mais en fait le but c'est pas de juger le niveau de rap, plus la parodie au niveau des textes. Bah, alors après toi ça te sort la chanson en elle-même, tu vois ce que je veux dire, t'es pas obligé de rapper super bien, mais là il fait vraiment genre zéro effort quoi, c'est genre Chafouin Vision. Donc, ouais. Je suis pas chafouin, je donne mon avis. Caligrognon. Qu'est-ce que c'est que cet élitisme? Mais non, c'est pas l'élitisme, j'ai trouvé ça cringe. Ah, ça n'est pas drôle parce qu'il ne rappe pas bien. Je peux pas changer, hein. Je vais pas faire ah oui mais il est quand même contre CNews donc je vais dire que c'est bien. Non, désolé. Hein. Bah dans une parodie pour moi c'est pas comprendre, c'est ça ouais. Pour moi dans une parodie c'est le texte qui est le plus important. Alors après est-ce qu'il faut que ça ressemble? C'était pas fou non plus, soyons honnêtes. Hein. C'est le meilleur argument. Moi j'écoute les textes et je n'aime pas de Khalid est trop fan d'Hanouna. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est pour défendre Hanouna. Qui a raison. En tout cas, ça divise beaucoup. Bah, finissons là quand même et concentre-toi peut-être plus sur le texte que sur le flow. Importance extrême pour ou contre la couleur de peau de la petite sirène. Ici, la pensée est libre, on parle de tout sans détour. Surtout d'Éric Zemmour et puis d'Éric Zemmour. Je regarde ma tribu et la fierté gagne mon front. C'est comme les Avengers, mais version bidochon. Quand le chef rigole, tout le monde rigole. On boit ses paroles, ses vannes sexistes ou homophobes. Et quand un député s'amène et critique Bolloré, on lui dit de niquer sa mère, c'est ça la liberté. Bolloré c'est notre dieu, t'es mort si tu prononces son nom. C'est comme Voldemort mais croisé avec un breton. C'est pillage en Afrique et sa main mise dans les médias. Y a des choses qu'on dit pas dans la tribu d'Hanouna.
très haut dans la télé. Oh, Danuna, la li la la, oui à côté. Oh, Francis Lalanne fait un télo. Et ça, c'est dur quand même. Mépris de classe. Je me suis réveillé en sueur, mon Dieu, c'était un cauchemar. J'ai vérifié 10 fois qu'il n'y avait pas Yann Wax dans le placard. Pour en avoir le cœur net sur le net, je me suis renseigné. J'ai vu que mon rêve était en dessous de la réalité. Humiliation, menace, chantage à tour de bras. Il règne sur son clan comme un gourou de secte de yoga. Interview hors la loi des policiers non déclarés. Depardieu n'est pas un violeur, c'est juste qu'il est bourré. Depuis 14 ans que cette tribu se réunit, ils ont reçu assez d'amendes pour combler la dette du pays. Moi j'ai encore le rire d'Hanouna qui résonne dans ma tête. Faut vite que je me fasse l'intégrale déchiffrer des lettres. Cher public, j'espère que vous pardonnerez cette goguette qui a le flow de Jean-Michel Blanquer en cours de stretch. Tu vois, il le dit, qui a le flow de Jean-Michel Blanquer en cours de stretch. Il se rend compte qu'il grappe comme une merde. C'est pas ça le problème. Dites-vous que pour l'écrire, j'ai Je savais pas que Doomit c'était du rap terrible. dû les apprendre sur le bout des doigts J'avoue. la fiche Wikipédia de la tribu d'Hanouna. Enfin voilà, c'était la parodie qui nous était présentée. Elle ne t'a pas trop plu, Kali. Est-ce qu'elle vous a davantage plu? Mais c'est avec mon pas vocal grave, hein. C'était rigolo. Je trouve pas ouf perso, car Charlotte est d'accord avec toi. Je pensais premier degré que c'était Doomit. Ah, c'était pas censé être une vanne. Encore plus terrible. C'était la meilleure vanne de tout ça. Encore plus terrible. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les choses terribles? Oui, on avait aussi Taylor Swift qui va sauver l'économie. Comme HBK Live qui rajoute 5 pelletés en direction de Crayon Tinias et d'autres personnes. Encore Daniel Valatois, HBK Live. Je ne sais pas si c'est un soutien ou si c'est une façon de dire non, frère, s'il te plaît, arrête la parodie des goguettes. Bah, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je l'aime bien. Je continuerai de la défendre. Ne vous en déplaise. Juste pour trigger Kali. Oh, je sais pas si ça fonctionne, ça. Ça vaut mon clip de Balkany, désolé. J'ai pas la ref, Juan Castoflex. Ce serait bien si Balkany avait vraiment fait un clip. Comme le rap de Christophe Barbier. Est-ce que t'as trouvé ça encore plus nul que Christophe Barbier? Ah, quand même, Christophe Barbier, c'était dur. En tout cas, au niveau des textes, écoute Christophe Barbier pour te dire vraiment une comparaison. Là, c'est plus assez frais dans ma mémoire. T'es pas tout à fait sûr quand même. Non, je suis pas sûr à 100% parce que je sais plus comment il rappe exactement Christophe Barbier. Je me souviens que c'était crime, ça c'est clair. Son rap de Balthazar là. Je me souviens peut-être pas de. Je sais plus. Et je crois à la fin il finit par une figure, tu vois, genre il essaye de danser hip-hop ou un truc comme ça. Il essaie de faire la toupie sur le bureau. C'est trop vieux dans mon esprit là. Il faudrait le regarder pour comparer. Je donne mon avis sérieusement, en mode tier list. Je sais pas si on peut faire une tier list du rap cringe, hein, on peut faire ça. Hein. Alors attends, parce qu'on m'envoie aussi un truc en MP. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, je sais pas où tu me l'as envoyé du coup. Peut-être sur Discord. Je vois non. Beaucoup de rap cringe hein, en vrai. Je le vois ni sur Discord ni sur Twitch ton MP. Du coup, je ne peux pas me prononcer pour le moment. Barbier ne sait rien faire sans être cringe. Apparaître macroniste, il le fait mieux que Macron encore, tu vois. Moi, je trouvais que quand il a dit que Macron était barbiériste, oui. C'était assez basé parce que c'est très réel. Fait, oui, non, mais il a tout copié sur moi, je le disais, avant qu'il soit là. J'ai trouvé ça très réel au final, parce que j'écoute Barbier depuis des années et c'est clair, il a raison là-dessus, on peut pas lui donner tort. C'est vrai que Macron fait exactement ce que demande Barbier, c'est-à-dire une politique néolibérale, de cadeaux au patronat en permanence, voilà, de sucer les milliardaires, c'est ce qu'a fait et représenté Barbier toute sa vie. Donc là-dessus, il était basé dans le sens où il a dit la vérité pour une fois dans sa vie, quoi. Ah mais il dit toujours sa vérité, mais on la connaît sa vérité. Ouais, mais là au moins c'était réel. C'est la rare fois que j'étais d'accord et j'étais en mode Barbier basé. C'est vrai que Macron, c'est toi. Oui. Ah oui, je l'avais vu, mais... Il y a du ML qui a dit ah bah, je pourrais dire la même chose. Ben oui, c'est vrai, oui. Effectivement, oui, tu pourrais dire la même chose, oui. Je l'avais vu, Juan Castoflex, mais je pense que ça va faire un peu too much si on rajoute ça. Mais en plus, c'était pas une parodie, ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a donné, Juan? Ou c'est une parodie de quoi? C'est pas demain la veille, Arnaud Santamaria. C'est Juan Castoflex qui nous envoie ça. Mais ouais, il me l'a envoyé il y a quelques jours, j'avais écouté, j'ai fait... pas le lien. Mais... c'est comme tous les gens qui sont à fond sur le mec qui a fait une chanson sur le wokisme là, elle est nulle à chier sa chanson. Supprimer la 5e semaine de congé payé, c'est pas son nouveau projet à Barbier? Je sais pas.
Peut-être qu'il est monté sur une estrade et qu'il l'a hurlé en haranguant les foules. En tout cas, c'est le sien et celui du patronat. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Oui. Une hot take de Romaric Godin. Alors, c'est pareil, l'article est un peu long. On va pas le lire en entier. Mais j'ai trouvé l'angle amusant. Taylor Swift ou la naissance d'un mythe économique où Taylor Swift serait, avec Beyoncé, à elle seule capable de sauver ou faire plonger l'économie, puisqu'il nous parle aussi plus loin d'un Beyoncé blip où Beyoncé, en venant en Suède, aurait fait, alors pas augmenter l'inflation, mais l'aurait fait moins baisser que ce qu'avaient anticipé les économistes. Et là, il commence en anglant sur l'Asie du Sud-Est, où Singapour a passé un accord d'exclusivité avec Taylor Swift pour un montant, alors certains suspectent d'être de 3 millions de dollars. Alors le fait qu'il y ait une exclusivité, ça a été confirmé par Lee Hsien Loong, mais on n'a pas eu le montant. Et du coup, en fait, tout ça s'inscrit dans un délire qu'a lancé The Financial Post ou un truc comme ça, ou je sais plus si c'était pas le Washington Post ou Times of Washington ou un truc comme ça. C'est les Taylornomics. Ces stars qui seraient tellement balèzes que une tournée de concerts pourrait à elle seule redresser l'économie, sortir les États-Unis de leur récession. Ils ont estimé qu'elle avait rapporté 6 milliards à l'économie. Mais alors pour croire à ça, en fait il faut croire à plein de trucs. Il faut croire à la théorie du ruissellement, que l'argent qui va dans les poches de Taylor Swift, qui a la tête de plus de 4 milliards de dollars, bah ça finit pas dans des placements financiers derrière. Est-ce que ça profite à l'économie réelle? Est-ce que c'est pas simplement un transfert d'économie? Les gens parce qu'ils estiment que les Swifties, comme ils se font appeler quand ils vont à un concert, entre le déplacement, l'hébergement, les restaurants, les produits dérivés, le prix de la place de concert elle-même, ils dépensent environ 1200 $. Donc ils disent, regardez, c'est super pour l'économie locale. Donc déjà, c'est un fétu de paille par rapport au budget des villes qui sont concernées. Mais est-ce que les gens, en fait, c'est de l'argent qui est créé ex nihilo, de l'argent magique, voilà, c'est de la création monétaire grâce à Taylor Swift. Elle a créé 6 milliards de dollars. Il le présente comme ça. Et c'est ça qui est assez fou. En fait, c'est simplement les gens qui vont mettre 1200 balles pour se faire un week-end où ils vont voir Taylor Swift. Bah en fait, cet argent, ils auraient pu le mettre dans autre chose. Donc, en fait, il n'y a pas de ruissellement ici. Il y a simplement un écoulement d'un pôle de dépenses budgétaires vers un autre. En l'occurrence, dans après, le fait est qu'ils l'ont dépensé pour Taylor Swift et qu'ils n'ont pas. Ils ont peut-être même économisé pour ça, se privant d'autres choses pour oui, mais justement, cet événement. Donc, c'est vrai que pour une économie locale, genre les restaurants, les hôtels, les boutiques, etc., ça crée un boom, puisque Taylor Swift a fait des concerts immenses. Hein, c'est des arénas de fous. Genre, il y a même eu apparemment, et apparemment c'est vérifié, genre un impact sur les ondes sismiques. Genre elle a provoqué un petit séisme dans certains concerts, tellement les gens sont à fond et tellement il y a de monde dans ces concerts, quoi. Ouais. Très fort. Ah ouais. Donc ouais. Donc moi personnellement je déteste la musique de Taylor Swift, mais à titre personnel elle est basée. Donc voilà, donc soutien critique à Taylor Swift. Même Blank Space vraiment me donne de l'urticaire, mais par contre son positionnement, ses prises de position et tout sont vraiment basées. Il y a même il y a une vidéo de Seb Lafrite sur elle où on voit des extraits d'un documentaire où elle en lutte avec ses parents en mode non mais il faut que je dise quelque chose par rapport à Trump, je peux pas me permettre de rien dire, et ses parents sont en mode mais non, faut pas que tu prennes position machin, et elle est en mode ben oui, et basée en vrai, elle utilise son pouvoir pour défendre ce en quoi elle croit, basée sur ça elle. Bah justement, elle est plutôt de gauche, elle est plutôt, après elle est libérale, tu vois, elle est pas, c'est sûr que c'est pas une marxiste communiste, ce que tu veux, mais dans le contexte américain, elle est plus basée que d'autres. Venant de la country et tout, t'as des suprémacistes blancs dans la country, elle c'est clairement pas son cas, donc bon. Donc je sais pas, soutien critique à Taylor Swift. Oui, c'est le premier des Swifties, Kali, de France et de Corse. Non, pas du tout, alors là pas du tout. Je me suis mis à dos les Swifties parce que justement je l'ai critiqué la dernière fois, donc bon. Ah. Bon, bah on essaie de te rabibocher avec eux et tu ne veux pas. Et alors au-delà de tout ça. Non mais justement, ne dis pas que c'est moi le premier Swiftie de France, ils vont très mal le prendre ça. Bah justement, c'est peut-être une façon de les taunt. Voilà, c'est une façon de taunt l'actuelle rédactrice en chef et son rédacteur en chef adjoint de Canard PC, parce qu'ils sont tous les deux des Swifties tellement incroyables qu'ils font des émissions entières dessus. Moi je veux pas être Swiftie parce que franchement j'aime vraiment des trucs de tous les artistes quasiment, au moins une chanson, et Taylor Swift j'ai pas encore trouvé la chanson que j'aimais d'elle, hein, donc les Swifties, envoyez-moi des chansons que je pourrais aimer parce que... Bon, moi j'avais plutôt bien aimé Blank Space, après j'ai pas tout aimé le reste. Enfin c'est Blank Space ou Empty Space, je me souviens même plus du nom de la chanson. J'ai réécouté. Et c'était je crois Origami aussi qui avait fait un truc sur Taylor Swift, il me semble. Je vais essayer de vous retrouver ça pour vous rajouter dans la description. Taylor Swift, Crise de l'eau, IA et Shrek, voilà.
Et du coup, voilà, c'est parce que c'est une chaîne de jeux vidéo, mais pas que. Ils le disent très très souvent. Si vous voulez aller retrouver l'émission, c'était dans leur émission Internet Exploreuse numéro 3. Je le rajoute du coup. Et alors moi ce que j'ai bien aimé c'est la conclusion finalement de Romaric Gaudin à laquelle on ne peut que souscrire par rapport à tout ça. En fait c'est sur la création de mythes. Le capitalisme pour se maintenir, pour espérer apporter une apparence de réponse à ces contradictions intrinsèques, a besoin de créer des mythes comme ceux-là, de personnes qui, par leur talent, par leur mérite, vont redresser un pays, une économie, un continent à elles toutes seules, et que, en fait, tant qu'on y croit, les masses resteront passives face à un dénouement économique qui semble à moyen terme assez inéluctable. Et comment on veut qu'il se passe, tu vois? Est-ce qu'on veut qu'il se passe avec une transition douce ou quelque chose d'un petit peu plus brutal à l'issue de pas mal de paupérisation, de précarisation de la plupart des gens et de leur agacement, pour ne pas dire de leur éco-fureur bien compréhensible? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez d'une manière générale? Oui, bah c'est sûr que le mythe que Taylor Swift va redresser l'économie américaine à elle toute seule, ça clairement c'est de la connerie. Par contre, comme on disait, à l'échelle de l'économie locale, c'est réel que si Taylor Swift joue dans une ville ou joue dans la ville d'à côté, bah ça a un impact. Vu que, c'est juste matériel et bêtement matériel. Si tu ramènes des dizaines de milliers d'humains à un endroit donné pendant quelques jours, et ben il y aura beaucoup d'activités économiques à cet endroit-là, tu vois, c'est juste évident. Donc cet aspect-là, il est réel. Après, redresser l'économie d'un pays, évidemment que non. Là, c'est des proportions qui sont bien différentes. Mais pour dire que l'engouement est tel autour de Taylor Swift, que c'est vrai qu'elle a quand même un impact économique là où elle va, quoi. C'est réel. Comme Beyoncé, comme quelques artistes comme ça, quoi. Qui sont tellement gros que oui, quand ils vont quelque part, t'as des milliers de gens qui se mobilisent, qui mettent de l'argent de côté, qui dépensent l'argent pour aller assister à cette expérience-là, quoi. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes comme ça. Tu vois, t'avais Michael Jackson à l'époque. Maintenant, t'as Taylor Swift, Beyoncé. Tu vois, je sais pas, peut-être deux, trois autres, et encore, je suis même pas sûr, je peux même pas te dire lesquels, tu vois. Alors, on va pas tout lire, mais justement, parce qu'il parle de ça dans ce paragraphe, on va au moins lire celui-là. Le deuxième point est de savoir si l'argent reste dans les zones de concert ou non. Là encore, rien n'est sûr. Mais les Thaïlandais, déçus de l'absence de la chanteuse dans leur pays, doivent y songer. Une grande partie des bénéfices engrangés grâce à la présence de Taylor Swift, bon déjà, il disait... la grosse partie déjà, ça va surtout dans la poche de Taylor Swift, donc aux États-Unis. Mais admettons pour le reste, une grande partie des bénéfices engrangés grâce à la présence de Taylor Swift aurait peut-être fini dans les banques du principal centre financier de la région, Singapour justement. Au reste, si la première bénéficiaire de cette manne est Taylor Swift elle-même, l'essentiel des bénéfices de ces concerts finiront aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il faut vraiment considérer que c'est un impact à prendre en compte? Et pourquoi peut-être grossir autant l'importance économique ça revêt, quoi qu'on en pense artistiquement. Ouais. Bah, je sais pas, c'est comme le Hellfest, tu vois. Le Hellfest aussi, il y a eu tout ce discours aussi autour de c'est un festival qui ramène beaucoup d'activités dans la région, qui fait venir beaucoup de gens et tout. Et donc il y a sans doute une part de réalité là-dedans. Après, c'est comme, tu vois, moi je le vis en Corse, on nous dit, le tourisme, ça rapporte beaucoup d'argent en Corse, le tourisme. Bah en fait, ça rapporte de l'argent si t'es dans le secteur du tourisme, tu vois. Sinon, non. Si t'es juste un citoyen lambda, le tourisme, ça te casse les couilles en fait, parce que ça t'empêche d'aller à ton travail, ça t'empêche de te déplacer, il y a du monde. Et si tu tiens pas un stand de glace ou un hôtel, ou un Airbnb, tu vois, t'as pas trop d'intérêt à ce qu'il y ait du tourisme dans ta région. En fait. Et les externalités négatives de tous ces trucs-là, c'est du coup le tourisme, c'est aussi de la pollution. Tu parlais d'Airbnb, c'est au détriment des gens qui habitent là à l'année, qui aimeraient louer des appartements qui ne sont plus rentables en Airbnb. Du coup, on va pas les réserver au marché locatif traditionnel. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Complètement. Et oui, n'hésitez pas à faire des dons. En tout cas, si vous trouvez ça basé et si vous voulez relocaliser ici une partie de l'économie, bordel de merde. En parlant de merde. Ah non, on n'a plus le droit de dire ça sur cette antenne jusqu'au procès, c'est vrai. En parlant de Héphaïstos, qui dit qu'il n'y a aucune limite, aucune ligne de rouge, qui a rencontré les chefs des partis politiques qui sont tous unanimes contre lui, du coup, là-dessus, en disant que c'est de l'irresponsabilité de LFI jusqu'à Jordan Bardella, en passant par la plupart... Il y a peut-être une petite nuance avec EELV, où ils disent, bon, je sais plus la formulation, on va la retrouver. Non, on l'a pas.
Le rôle de la France, c'est de fixer des lignes rouges, a critiqué Bardella. À partir du moment où on envisage l'hypothèse d'envoyer des militaires français, parce que c'est ça, rappelez-vous, c'était sur le sol ukrainien envoyer des troupes, bah ça devient un peu dangereux. On a Ciotti, même Ciotti, qui n'est pas d'accord, qui a lui dénoncé une position inopportune, inappropriée, voire irresponsable, qui a isolé notre pays. Je fais bien Eric Ciotti, je sais pas s'il parle comme ça, mais moi je l'entends parler comme ça dans ma tête. Je suis arrivé avec de l'inquiétude sur la situation, je ressors avec plus d'inquiétude encore. Ça, c'était Manuel Bompard. Héphaïstos ne prend pas la mesure du risque de son entêtement militaire. Et voilà, Marine Tondelier qui, voilà, nuance peut-être un petit peu, qui nous dit le contexte dans lequel s'inscrivait cette phrase, qu'il n'y a pas de ligne rouge et surtout pas de limite dès qu'il s'agit de l'Ukraine. Et donc, elle nous fait la citation un peu plus longue. Comme nous avons en face de nous Vladimir Poutine qui, manifestement et sans limite, sans fixer nous-mêmes, intérioriser des limites serait lui donner un avantage comparatif. Le mec pense vraiment comme un chef d'entreprise, pas du tout comme un homme d'État. Elle a aussi jugé extrêmement inquiétant de voir un président de la République française qui explique face à quelqu'un qui détient l'arme nucléaire que nous détenons nous-mêmes qu'il faut montrer que nous sommes sans limite. Super. Voilà. C'est pas du tout les prémices d'une escalade déjà verbale, quoi. C'est on est sans limite et du coup les Russes vont dire nous aussi. Enfin ils l'ont déjà fait, ils ont déjà flex sur leurs armes nucléaires, donc c'est angoissant, c'est clair. Alors ce qui est drôle, c'est que du coup, alors il a aussi reçu les anciens présidents encore vivants, à savoir Sarkozy et Hollande. Et alors Hollande, il a fait une réponse trop bizarre par rapport à ça. J'ai envie de vous la lire quand même. On n'a pas trop sur Sarkozy. À la sortie de cet entretien, l'ancien président socialiste a appelé à ne pas altérer l'unité de l'Europe tout en défendant sa position sur les questions militaires. Alors quelle est-elle? Moins on en dit, mieux on agit. Ne pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit. C'est ça qui permet d'avoir le plus d'efficacité. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, faire ce qu'on... Oui, être imprévisible du coup. Mais... C'est du macronisme pur là. Hein. Bah, c'est du hollandisme en l'occurrence. Eh ben. Voilà. Du coup, il devrait y avoir un vote à ce sujet. On n'a pas exactement le vote, en tout cas, ils veulent en organiser au Parlement. Donc, est-ce que ça va être un vote pour un envoi de troupes? Quelle sera la question qui va être posée aux députés et aux sénateurs? Je ne sais pas encore. Mais il y a quand même assez peu de chances que ça passe, du coup. C'est une phrase de Booba, ça. Ouais, mais Booba a fait un feat avec Hollande. Ne pas faire ce que l'on dit, mon ennemi c'est la finance, check out. Oui, voilà, c'est ça. On comprend un petit peu mieux l'articulation de la pensée hollandiste. Alors Booba, je sais qu'à un moment il dit le changement c'est maintenant, dans Glaive, mais c'est tout. Ah ouais C'était avant ou après la campagne de Hollande? Glaive c'est relativement récent, c'est 2020, un truc comme ça. D'accord, peut-être. Je t'avoue que comme j'aime pas trop, je suis pas forcément ce qu'il fait. On dit pas toujours ce qu'on fait, mais on fait toujours ce qu'on a dit. Bah, en tout cas, c'est pas sa posture. Alors, comment ça se traduit sur la politique internationale? En gros, ce serait, oui, à la limite, envoie des troupes si tu veux, mais surtout, l'annonce pas avant. Alors que la tech de Macron, c'est, ouais, si on montre les muscles, ça va faire très très peur à Poutine, et du coup, il n'y aura pas besoin de les utiliser. Alors, je crois que c'est comme ça qu'il... Il y a plus de chances que ça le pousse à lui montrer les muscles et que ça engendre une escalade, comme je disais, quoi. Il y a beaucoup plus de chances que ça fasse ça, plutôt que ça calme Poutine de quoi que ce soit. Bah, Dmitri Peskov, oui, c'était un petit peu dans ce sens-là qu'il avait répondu. Après avoir détruit ce qu'il pouvait en termes de liberté, de droit, de service public, etc., ce mec va finir son règne en beauté en nous emmenant à la guerre, en espérant que ce ne soit pas un pré-shot pixel perfect de Die Gebor sur le chat. Et donc, sujet un peu connexe, enfin connexe à la fois à CNews et du coup à l'Ukraine. Reporters sans frontières qui va lancer Svoboda la vérité, un bouquet d'une dizaine de chaînes et de radios pour contrer la propagande russe sur, du coup, à destination biélorusse et ukrainienne. Ce serait notamment des satellites qu'on ne pourrait pas brouiller, donc la technologie coûte plus cher. Ils sont en train d'essayer de voir comment ça, en se disant, bah, s'il y a de l'audience, on pourra le rentabiliser, mais pour l'instant, il va falloir qu'on ait du mécénat pour lancer ce truc-là, quoi. Pour lancer des satellites de la réinformation occidentale. Ou pas. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on va... Poutine va pas juste abattre les satellites? Ce qui serait très très irresponsable parce qu'il faut jamais faire exploser des trucs en orbite, sinon tout le reste qui est en orbite peut se manger, les débris, tout ça. Ouais. Et bah on ne sait pas pour le moment.
Mais voilà, je voulais vous le faire remonter. Et bah du coup, on arrive déjà à Ostpolitik et la RDC. Est-ce que tu veux regarder ça avec nous, Kali? Ou est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu avais gardés pour ce couvre-feu, peut-être, que je n'ai pas prévu? Non, parce qu'en fait, en attendant, j'ai fait les derniers sujets que j'avais. Voilà, D'accord. donc je n'ai plus rien. Je suis Abattre à poil. un satellite, c'est compliqué en vrai. Bah ouais, c'est pour ça que généralement, tu les fais, tu corriges leur trajectoire pour les faire se cracher dans un océan ou un truc comme ça, quoi. On sait faire, mais c'est des tirs de missiles très spéciaux. D'accord. Mais ça, c'est déjà fait dans l'histoire, ça, HBK? Des satellites qui ont été... parce que vu que des satellites, ça peut faire de l'espionnage, ce serait étonnant que ce soit pas déjà arrivé. Déjà, quand c'est des ballons, on se souvient des ballons... est-ce que c'était des sondes météo? Est-ce que c'était des ballons espions chinois que les États-Unis avaient abattus? Mais bon, c'est pas la même chose, du coup. Testé par les US il y a des années, c'était sur des satellites de chez qui? Non, ils n'ont pas de Tchéquie, évidemment. Eh bah, regardons la dernière vidéo de Hoss. On se plaint quand les gens ne font pas d'international. Lui, il en fait, même s'il a pu essuyer quelques critiques sur la première, où forcément, sur un format de 15 minutes, tu ne peux pas être exhaustif. Bah non, on avait couvert le Là, c'est un sujet. peu plus long, non? Là, c'est... Non, 15 minutes 33, toujours. 15 minutes 30, ok, d'accord. Et l'incrustation qui a l'air mieux faite. Let's go. Tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de CDDM. Aujourd'hui, direction le continent africain et plus particulièrement la République démocratique du Congo ou RDC. RDC à ne pas confondre avec la République du Congo voisine qui a presque le même nom mais qui est un pays différent et qui est séparé de la République Mais démocratique du coup, souvent, elles sont identifiées par le nom de leur capitale. du Congo par le fleuve Congo. Ça va, c'est clair? J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi? Non, moi non plus, j'ai rien compris. Comme l'autre, lol. Ah, ça c'est pareil, encore résurgence de construction un peu artificielle par les Européens à l'époque, et du coup bah, des pays qui n'en sont pas vraiment, et du coup qui finissent par se dissocier en mode, bah, je sais pas, c'est comme si, imaginez, t'avais demain des Thaïlandais qui disaient, bon bah la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Luxembourg, tout ça on va le fusionner dans une grande région, voilà, vous êtes le même pays. Peut-être que ça se passerait pas très bien. L'existence de deux Congos, c'est dû à l'histoire. Diplomatique du dessous des mondes, c'est ça. CDDM. L'existence de deux Congos, c'est dû à l'histoire coloniale. La République du Congo correspond à la partie colonisée par les Français et la RDC à celle colonisée par les Belges. La capitale de la RDC, c'est Kinshasa, et le pays occupe une surface d'environ 2 350 000 km² pour à peu près 100 millions d'habitants. C'est considérable, 100 millions. Si chaque habitant de la RDC donnait 1 euro à Bernard Arnault, il serait 0,05% plus riche. C'est contraire à la logique ambiante de l'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste. Attendez, je suis pas sûr de la... En tout cas, ça fait beaucoup rire Salamé, qui est censé être la journaliste star d'une chaîne de gauche, on le rappelle, soi-disant. Et petite anecdote bonus, ouais, Bernard Arnault, qui n'est plus que 3e fortune mondiale. Est-ce que vous versez des larmes de sang pour Bernard Arnault, qui est derrière Jeff Bezos, et derrière... merde, Teslaman, là, comment il s'appelle, Musk. Voilà. Marxiste. Attendez, je suis pas sûr de la comparaison là. En tout cas, c'est un pays très peuplé et très vaste, le 2e d'Afrique après l'Algérie. Si vous traînez un peu sur les réseaux comme moi, si vous traînez beaucoup sur les réseaux comme moi, et notamment sur TikTok, vous avez peut-être entendu parler du Congo ces derniers mois. Je vis à l'est de la RDC, évidemment que ce mois on tue. On tue, on égorge, on viole. Surtout aux alentours de la région des lacs qui est frontalière de... Mince, je sais plus si c'est le Rwanda à côté. Des rêves. Et si vous suivez le foot, il Mourasoro nous manque. ne vous aura pas échappé que l'équipe nationale de RDC a mené une action pour dénoncer cette même situation lors de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont la bouche masquée, ou un flingue braqué. Donc voilà, c'est le sentiment qui prédomine visiblement là-bas. C'était avant ce match contre la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Pour comprendre, il faut un peu de contexte historique. Je vais essayer d'aller vite parce que c'est un format court ici. Si vous voulez des vidéos de 2 heures, allez voir les émissions de Paco Mtielman. Si vous n'aimez pas mon histoire de... Ouais, mais j'ai 3 vidéos de lui de retard, donc je les écouterai en m'endormant. Écrivez-la. Pour comprendre le conflit au Congo, il faut d'abord se rendre dans une autre ex-colonie belge, le... Putain, l'accès à la mer qui est restreint. Pour comprendre... C'est genre, bon, on veut un accès à la mer, mais voilà, on va négocier 1,5 km. Le conflit au Congo, il faut d'abord se rendre dans une autre ex-colonie belge, le Rwanda.
c'est là-bas que débute le génocide des Tutsis en 1994. Pendant 3 mois, le gouvernement hutu rwandais a massacré et permis le massacre de 800 000 à 1 million de Tutsis sous le regard passif des Nations Unies. Les Hutus et les Tutsis, c'est 2 populations de même culture et de même langue, mais que le pouvoir colonial belge a construit comme 2 ethnies différentes. Après la fin du massacre en juillet 1994 et l'arrivée au pouvoir du Front patriotique rwandais de Paul Kagame, majoritairement Tutsi, des Hutus craignant les représailles se réfugient au Congo voisin, appelé Zaïre à l'époque. Parmi ces réfugiés, il y avait des responsables du génocide. Une fois installés dans l'est du Zaïre, les ex-génocidaires Hutus s'organisent... Et donc, c'est beaucoup dit du côté de la RDC que le mouvement M23, bon, c'est plus ou moins avéré, est aidé par le Rwanda et du coup, dans un conflit aussi par rapport à la région des Grands Lacs, qui sont riches en matières premières. En milice et persécutent les populations Tutsis vivantes au Zaïre. Le Rwanda commence alors à armer ces Tutsis zaïrois qu'il considère comme alliés naturels, afin qu'ils puissent se défendre. Face à cela, le gouvernement de Mobutu, qui voit d'un mauvais œil l'ingérence rwandaise sur son territoire, ordonne aux Tutsis zaïrois de quitter le pays. Ce sont ces événements qui vont provoquer la première guerre du Congo entre 1996 et 1997, qui sera suivie 1 an plus tard par une seconde guerre qui se terminera en 2003. Mais malheureusement, ce n'est que le début, puisqu'à partir de 2004, c'est le début du conflit qui nous intéresse aujourd'hui, la guerre du Kivu, du nom de cette région à l'est du Congo. Voilà, c'est ça, c'est le lac aussi, je crois que il s'appelle comme ça. Kivu est toujours en cours aujourd'hui. On parle de guerre, mais c'est plutôt une succession de conflits. Ouais, parce que ça dure depuis plusieurs décennies. Impliquant des dizaines de groupes armés et de milices. Et pour se rendre compte de la complexité de la situation, il suffit de regarder la liste des belligérants disponibles sur Wikipédia. Ça donne le vertige. C'est difficile de faire le bilan humain de 3 guerres qui s'étalent sur 30 ans, mais on parle de 5 à 6 millions de morts. Le chiffre est gigantesque et j'ai calculé, ça équivaut à 23 morts par heure depuis 30 ans. Encore une fois, c'était un résumé très rapide de 23 morts par heure depuis 30 ans, là, la table fait un peu froid dans le dos. Alors du coup, oui, c'est ça qui est... Mais au moins, il y a Manhattan qui a l'honnêteté de dire « Ouais, j'avoue, je m'en branle perso de ce qui se passe là-bas, mais j'ai sûrement tort. » Bah, tous les sujets sont interconnectés et en fait, finalement, c'est l'histoire... Là encore une fois, souvent dans les sujets internationaux, souvent dans les sujets conflictuels à l'international, c'est des histoires aussi de post-colonialisme. Donc, Histoire congolaise. Pour aller plus loin, je vous conseille ces 2 vidéos. Celle-ci, du Monde en carte, qui explique très clairement la situation, et aussi ce film, L'Empire du silence de Thierry Michel, qui raconte dans le détail l'histoire de la RDC moderne. Tous les liens sont en description. Pour ce qui est du film, attention quand même, le visionnage est difficile. Bon, je vous laisse regarder, j'attends. Ah ça, le docu d'Arte, on avait regardé la première moitié ensemble. Ah, et du coup, est-ce que si on passe les images... On en est où ? La guerre du Kivu dure depuis 20 ans, mais elle varie en intensité. En ce moment, on est plutôt dans une phase d'intensification des violences. Un groupe armé est particulièrement mis en cause dans cet épisode. Il s'agit du M23 qui sévit dans la province du Nord Kivu et qui est opposé. Alors, vu que là, je sais plus comment ça s'appelle, la MINUSCO, le truc de l'ONU qui était en mission là-bas et en train de se retirer du pays, il devrait y avoir une alliance militaire de l'Afrique australe qui prendrait le relais. Je sais pas exactement avec quel pays dedans, du coup, mais bah, surtout des pays d'Afrique du Sud, logiquement. Opposé aux forces armées congolaises. Le MINUSCO, MINURSO, tu me dis MINUSCA, vous me faites trop de propositions sur le chat, je ne sais plus. Qui est opposé aux forces armées congolaises. Le M23, pour Mouvement du 23 mars, a été créé en 2012 et est essentiellement composé de Tutsis qui affirment défendre l'intérêt des Tutsis installés au Congo, qui feraient face à un risque de génocide, comme l'explique à Arte un porte-parole du M23. Alors les deux s'accusent et sont accusés par les civils qui se retrouvent au milieu de commettre des exactions. Donc malheureusement, comme souvent dans ce genre de dossier, il n'y a pas vraiment de gentils ni de méchants en fait. Au Lawrence Kanyuka, les rwandophones Tutsis vivant au Nord Kivu seraient perçus comme des envahisseurs par les autorités. Le porte-parole vise directement le président congolais. M. Tshisekedi est en train de créer un état de génocide ici chez nous. Il est en train de faire l'épuration ethnique parce que les gens qui sont aux environs, dit-il, au milieu des décombres de ces entités, aussi parlent de Kinyarwanda et que lui considère comme étant des Rwandais, qui ne sont pas des Congolais qu'il faut éradiquer. Le M23 est surtout accusé de crimes contre les civils par le gouvernement congolais. Plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, accusent ce groupe d'être soutenu par le gouvernement rwandais et par l'armée rwandaise. L'ONU corrobore ces accusations. L'armée rwandaise, qui soutiendrait la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, aurait utilisé des armements sophistiqués tels que des missiles sol-air, selon un document de l'ONU consulté par l'AFP. Un missile sol-air présumé des forces de défense rwandaises, RDF, a visé le 7 février sans l'atteindre un drone d'observation des Nations Unies, indique ainsi ce rapport. En fait, il n'y a bien que le Rwanda qui affirme ne pas soutenir le M23, mais ils sont aussi crédibles que quand Cahuzac affirmait ne pas avoir de compte en Suisse. Les yeux dans les yeux, là. Les yeux dans les yeux. Soit personne n'y croit trop. D'ailleurs, sur tout le sujet, je vous renvoie à l'émission qu'on avait faite
il y a 2 ou 3 semaines de ça. De toute façon, je crois qu'on avait titré, fait la miniature dessus. Si vous souhaitez avoir plus de sources, surtout, je vous y renvoie parce que dans les descriptions, j'essaye, même quand je résume un sujet, de vous sourcer les trucs au maximum. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. De son côté, l'armée congolaise est assistée par d'autres groupes armés, dont les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Alors ça, c'est un groupe issu des milices Hutus qui ont commis le génocide de 94. Conséquence de ce conflit, plusieurs millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire et médicale, et il y a 7 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo. Et une ville en particulier attire l'attention internationale depuis quelques semaines, Goma. Goma, c'est juste ici, c'est la capitale de la province du Nord Kivu, et la ville est située au bord du lac du même nom, tout près de la frontière rwandaise. Cette ville et ses alentours regroupent environ 1 million... C'est ça, oui, le lac s'appelle pas Kivu, c'est la région, et le lac s'appelle Goma. Mais à coup pas. Et demi d'habitants. Et le M23 a lancé début février une offensive pour prendre le contrôle de Goma qu'il avait déjà aussi une ville et un lac du coup. Contrôlé brièvement en 2012. C'est la seule ville de l'Est, de cette partie de l'Est qui dispose d'un bon aéroport international. Il a exactement les mêmes lunettes que moi. D'une ville avec tellement d'infrastructures, évidemment pour M23, ça serait une grande victoire sur le plan politique pour contraindre Kinshasa, mais aussi sur le plan économique pour... Alors la RDC dit que oui, c'est une tentative aussi derrière ça d'annexion de la région par le Rwanda. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qui l'étayent ou s'ils ont simplement intérêt à les aider. Pour profiter de toutes les ressources... Depuis plusieurs années, Goma est entouré de camps de réfugiés qui accueillent aujourd'hui 600 000 personnes dans des conditions très difficiles. S'ajoutant à celles qui se trouvaient déjà dans le camp, plus de 5 000 familles s'entassent désormais, attendant les secours, la nourriture et surtout l'eau potable. Stéphane Godgeber, chef de mission de MSF Belgique, semble préoccupé alors qu'il guette l'arrivée du camion-citerne. Pour lui, toutes les conditions sont réunies pour que se déclarent des cas de choléra. On peut ajouter à la situation sanitaire Ça nous rappelle d'autres situations actuelles. C'est décidément, le monde n'est pas un lieu de réjouissance, hein, la planète Terre, en cette année 2024. Le fléau de l'usage du viol comme arme de guerre qui a été systématisé par les deux camps, comme l'écrit Bastien Massa. Et là, actuellement, à Gaza, il y a eu, alors, je ne sais plus, c'était un article du Monde aujourd'hui où il titrait sur la famine utilisée comme arme de guerre par Israël. Notamment, il y avait une tentative de négociation pour que, parce que par camion et des denrées, les denrées qui sont parachutées, c'est clairement pas assez pour éviter une famine et des épidémies. Et donc, ils ont besoin d'acheminer les trucs par un cargo, par voie maritime, pour avoir plus de tonnage. Sauf que je ne sais plus comment s'appelle ce port juste au nord de la bande de Gaza où ils essaient d'acheminer ça. Pour l'instant, Israël s'y oppose. Bref, parenthèse sur Gaza refermée. Est-ce que vous avez le nom je vais essayer de le retrouver, ça m'énerve. Pour Mediapart, entre janvier et octobre 2023, les équipes de MSF ont pris en charge 18 000 cas de violences sexuelles dans la province du Nord Kivu, dont 13 000 dans les seuls camps de déplacés en périphérie de Goma, la capitale régionale. Autre problème, l'augmentation des morts et des blessés parmi les civils, pris entre les tirs des multiples belligérants de ce conflit. Oui, parce qu'il n'y a pas que le M23 et l'armée congolaise. Ce serait trop simple. Comme l'écrit Coralie Pierret dans Le Monde, on croise à Goma des soldats tanzaniens et sud-africains, mais aussi des Burundais. Ils côtoient les blancs des sociétés de sécurité privées, Agemira, dirigé par le français Olivier Bazin, et Congo Protection, composé principalement de Roumains, dont certains sont des anciens de la Légion étrangère française. Officiellement, ces hommes, environ 1 millier, occupent des postes d'instructeurs étrangers de l'armée congolaise. Mais plusieurs témoignages, notamment de combattants, confirment leur implication dans les affrontements contre le M23. Dans cette situation, les habitants de Goma ont peur, évidemment, et ils dénoncent... Je sais pas si c'est un vrai bail répandu, les anciens de la Légion qui se reconvertissent dans d'autres armées. L'inaction de la communauté internationale. Il y a eu une manifestation à ce sujet le 19 février dernier. Les drapeaux français et américains piétinés, puis brûlés. Le message de ces manifestants est clair. Ils accusent ces pays de ne pas les soutenir face aux rebelles du M23. Et sûrement que ça rapporte en fait du coup ça, genre le business des drapeaux que tu achètes pour les brûler du coup à terme. Est-ce que ça finance les pays en question que tu cherches à brûler? Je pensais plutôt au business du coltan qui tu vois est fait au bénéfice au final de ces pays-là, hein, de nous, hein, disons-le. Hein. Et qui impose ces conditions de vie horribles, qui sans doute financent les rebelles, etc. C'est ça qui dénonce ce que les manifestants dénoncent. Ça, c'est le vrai business qui rapporte. Pour économiser sur le prix de fabrication des iPhones, ben, tu vois, Je sais pas si c'est autant un bail qu'en Haïti, c'est aussi le côté de oui, on va favoriser le candidat qu'on veut, voire le rétablir de force. Au Congo, les rebelles, tu vois, ils sont soutenus par qui au final? C'est la question. En l'occurrence, il y a intérêt à ce que la région soit aussi déstabilisée, que ce soit dans des conditions de travail catastrophiques, avec des enfants pas payés, etc. Que le coltan soit vendu au kilo pas cher. Qui a intérêt à ça? C'est ça la question. Hein.
Et nouer des relations avec d'autres partenaires qui sont sincères et des partenaires qui ne sont pas hypocrites. La France, l'Angleterre et les États-Unis sont en train d'aider le Rwanda. Non mais vous inquiétez pas, les Occidentaux ils ont réagi. Bon ok, ils ont réagi avec quelques semaines de retard en faisant des communiqués. En même temps, on peut pas être sur tous les fronts, hein. Ils ont aussi dû réagir en retard pour Gaza en faisant des communiqués. Ça fait du taf tous ces communiqués en retard quand même. Nous appelons le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. La France appelle l'ensemble des groupes armés à mettre un terme aux violences, indique un communiqué du ministère français des Affaires étrangères. Le gouvernement français ajoute aussi que les forces armées congolaises doivent cesser de collaborer avec les anciens génocidaires Hutus, qui sont également accusés de crimes de guerre. Même les États-Unis, pourtant alliés fidèles du Rwanda, ont également condamné l'aggravation de la violence causée par le M23. Comme l'écrit Christophe Chatelot dans Le Monde. Donc ouais, ils ont l'air relativement solo sur ce dos. Rarement le ton a été aussi ferme à l'endroit du Rwanda, sauf à remonter à la prise de Goma par le M23, déjà durant quelques jours en 2012. Barack Obama, alors président, avait téléphoné à Paul Kagame. Peu après, la rébellion prenait fin, se souvient un négociateur africain impliqué dans le dossier. Les Américains disposent de véritables leviers, financiers notamment, pour faire bouger le Rwanda, confirme un diplomate français. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni le 20 février dernier à la... Autre façon de dire que géopolitiquement, ils y tiennent par... La demande de la France a été principalement consacrée à la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Pendant cette réunion, le représentant de la RDC s'en est pris à son homologue rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo. Et merci beaucoup, Madinina, pour ce 12e mois. Joyeux anniversaire à toi, Daniel. En traversant les frontières, nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. C'est pour ça qu'actuellement, la mission internationale de l'ONU, l'heure est plutôt à... Vas-y, vous avez servi à rien, voire il y a des rumeurs qui disent bah, vous avez plutôt aidé nos ennemis, et ça dégage. Chez vous. Peut-être que les choses vont bouger. Peut-être même que l'assaut du M23 sera stoppé entre le moment où j'écris ces lignes et le moment où l'épisode sortira. Mais il y a une chose dont je suis à peu près certain, c'est que le conflit ne va de toute façon pas s'arrêter de sitôt. Et c'est à cause de ça. Enfin, pas mon téléphone en particulier, mais plutôt ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, c'est du... C'est à cause d'host politique, le conflit en RDC. Sachez-le, il vient de le confesser. Coltan, un métal qui est utilisé dans la fabrication de nombreux composants électroniques. Et 60 à 80% des réserves mondiales de ce métal se trouvent dans le Nord Kivu. Oui, si je vous avais dit que les réserves de coltan étaient dans le Périgord vert autour de Jumilac-le-Grand, ça aurait rendu la vidéo moins cohérente. Hein. À moins d'être Ça aurait été un rebondissement inattendu, ceci dit. Sensible comme le frère de Saul Goodman. C'était quoi le... En France, on n'a pas le coltan, mais par contre, on a des fusils pour aller les voler. Vous avez déjà probablement tenu dans vos mains des minerais issus de mines situées en RDC. Vous regardez peut-être cette vidéo sur un appareil qui contient du métal venant de RDC. Je dis métal parce que... moi, c'est des écrans Iyama à 79 balles. J'espère que c'est pas le cas. C'est pas seulement le coltan qui est en jeu. Je vous ai déjà conseillé la chaîne YouTube du Monde en carte. Oui. En RDC, 7 principaux minerais sont extraits du sol. Parmi eux, l'or, extrait surtout. Et le Monde en carte qui avait quand même un mérite là-dessus, c'est que c'était les seuls à avoir fait un récap. Genre, le dessous des cartes, rien du tout, quoi. Tout dans l'Est, dans les provinces du Haut-Uélé, d'Ituri, des Nord et Sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika. Sur le dessous des cartes, ils n'ont jamais fait un truc sur le coltan. Moi, je crois que j'avais cherché quand j'avais fait un sujet dessus. Et soit ils l'avaient pas fait, soit ils avaient pas vraiment fait un historique. Genre c'était un sujet de 2 minutes qui te présentait genre le conflit vraiment les derniers mois, années, comme s'il y avait pas un contexte beaucoup plus historique à tout ça, comme on l'a essayé de le faire tout à l'heure sur Haïti, de façon sûrement aussi trop succincte. Ensuite, le diamant, principalement extrait également dans l'Est, mais aussi dans le centre, dans les Kasaï centrales et orientales. Puis l'étain, le coltan et le tungstène, regroupés sous l'appellation des 3T, du fait de leur nom en anglais, et extraits principalement dans l'Est, mais aussi dans le Sud. Et enfin, le cuivre et le cobalt, extraits dans ce qu'on appelle la Copper Belt, la ceinture de cuivre, qui s'étend également sur une partie de la Zambie. Donc, le conflit en RDC est aussi et peut-être avant tout lié à des questions de contrôle des ressources stratégiques, des ressources qui sont exploitées principalement de manière artisanale. Merci beaucoup, Ken, pour le 10e mois d'abonnement. Ken94, Daniel à toi. Je suis des streams de manière tout à fait chaotique aujourd'hui. Les alarmes dans le téléphone sont toutes détrancanées. Ah, je connaissais pas le mot. Et est-ce que ton téléphone, il est fait avec du coltan par contre? Parce que là, c'est la question qu'il est en train de te poser, la hausse politique, en te regardant droit dans les yeux. Avant tout lié à des questions de contrôle des ressources stratégiques, des ressources qui sont exploitées. Comment? C'est quoi t'es trancané? Ça veut dire, je prends pas le... Bah, je lui ai posé la question. Détraqué, désorganisé, chaotique, puisqu'il nous disait chaotique. Principalement de manière artisanale dans des conditions dangereuses. C'est ici qu'ils récoltent le sable minéralisé. Oh, les conditions. Franchement, c'est incroyable. Brut Kivu descendent dans les milles de coltan et c'est un document de 2021. Ils sont à 40 mètres. Franchement,
au 19e siècle, les mines du nord de la France, c'était le luxe à côté, visiblement. Hein, Le sable minéralisé, franchement, c'est incroyable. Ils sont à 40 mètres dans des tunnels hyper étroits. Il doit faire 35 degrés là. Ils le mettent dans des petits sacs. Il a sa casquette et ensuite, quoi. Surface. La question économique, c'est le nerf de la guerre. En tout cas, c'est ce qu'expliquait en novembre dernier l'historien Hamzat Boukari Yabara, invité de Histoire Crépue pour Le Média. Oui, je sais, ça fait beaucoup de vidéos à voir, mais vous en faites pas, ce sera tout dans la description. Déjà réacté à du Histoire Crépue aussi. Très concrètement, se pose du côté de la RDC, comme du côté aussi du Rwanda, la question, je dirais, de l'autorité sur le terrain vis-à-vis de groupes qui parfois n'obéissent pas au cessez-le-feu parce qu'ils sont aussi dans d'autres logiques vraiment beaucoup plus économiques. Donc tant qu'on ne règle pas la question de la guerre économique, la question des ressources naturelles, également le sort des populations dans l'est de la RDC, je pense qu'on ne pourra pas réellement appréhender toute cette problématique qui se pose au niveau de cette région. C'est un cercle vicieux, parce que les ressources extraites de ces mines artisanales, elles sont vendues pour financer la guerre de groupes armés qui combattent notamment pour le contrôle de ces mines artisanales. L'armée congolaise est une institution extrêmement corrompue, et donc son incapacité vient en grande partie ou essentiellement de cette corruption. Après, souvent, la corruption ne vient pas de nulle part non plus. Il y a un terreau fertile à la corruption aussi. Et par conséquent, les intérêts financiers de cette armée ne sont pas... spoiler, la misère systématisée, organisée et au détriment de la plupart des gens, et une petite caste qui se maintient au pouvoir parce que il accède à des demandes d'autres pays, souvent ça donne lieu à des situations de corruption un peu endémiques. Dans le rétablissement de la paix et de l'ordre dans cette région du Congo, puisque le fait qu'il y ait une conflictualité est alimenté par leur présence dans les mines, mais et également par les opérations militaires pour lesquelles ils sont financés largement et dont ils détournent les budgets assez largement. Si ces ressources, elles sont vendues, c'est aussi bien évidemment parce que le capitalisme est volontairement aveugle à la question de la provenance de ces matières premières. Cette guerre est passée sous silence, pourtant nos téléphones sonnent. Les grandes entreprises comme Microsoft, Google... la misère, les souffrances et la mort des gens ne sont pas comptabilisées comme externalités négatives au passif de la comptabilité de ces entreprises. Vous l'imaginez bien. Ou Apple achètent parce que c'est pas cher. De temps en temps, ils provisionnent pour quand il y a des amendes. Mais... Ce qui est honteux, c'est qu'il y a bien des entreprises qui les achètent. Nous, après, on achète ces téléphones, mais du coup, le coltan, il est bien acheté par ces entreprises. J'imagine très peu cher par rapport au prix que ça coûterait. Et du coup, tu vois ce que je veux dire, l'humanité de ces personnes tiendrait juste à ce qu'on paye 50 € en plus un téléphone, tu vois, c'est ce qui ne ferait aucune différence pour nous, au fond. Qu'on le renouvelle pas tous les 900 €, 950 €, voilà. Tu vois, qu'est-ce que ça change, au fond? Gardez vos téléphones. Si l'argent va directement, évidemment, aux gens qui le récoltent, etc. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que le problème, c'est pas le coltan en soi, c'est ça. C'est comment il est extrait, au bénéfice de qui et pourquoi, tu vois, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un monde idéal, tu vois, avoir des conditions d'extraction où les gens sont bien payés, le risque de leur métier est pris en compte, enfin voilà, des conditions de travail et de vie normales, pour ces mineurs, ce serait tout à fait possible et ça ne casserait pas l'économie en deux, tu vois ce que je veux dire? Genre, on pourrait tout à fait payer un peu plus cher pour que ces personnes puissent vivre décemment et apporter, tu vois, de l'argent à leur famille, etc. Enfin, et que ce ne soient pas des enfants qui font ça dans des conditions abominables où les mines s'effondrent sur eux. Il y a des morts hein, parfois, donc voilà quoi, c'est ça la réalité, avec des groupes armés qui font la loi, tu vois, ça n'a aucun sens. La concurrence libre et non faussée, elle se fait à ce prix-là en fait. Évidemment parce que le capitalisme est volontairement aveugle à la question de la provenance de ces matières premières. Cette guerre est passée sous silence, pourtant Carlos Martins Bilongo. Nos téléphones sonnent. Les grandes entreprises comme Microsoft, Google ou Apple achètent parce que c'est pas cher et ensuite ils vont dire qu'ils savaient pas et que c'est de la faute de leurs sous-traitants. Ils vont dire ça alors qu'ils ont déjà une plainte aux fesses depuis... Apple, Google et Microsoft poursuivis en justice pour l'exploitation d'enfants dans des mines de cobalt en RDC. Depuis 2019 pour l'utilisation de cobalt. Ça mériterait quelques bouquins à la Zola, hein, sûrement la condition là-bas. Mais... exploité par des enfants. Bon, il est temps de conclure, je crois, même si j'aurais voulu dire encore... Ça existe sûrement d'ailleurs en soi. Bien d'autres choses. Souvent, quand on parle de la complexité d'un conflit, c'est un moyen de le balayer d'un revers de la main. C'est trop compliqué, on verra plus tard. Alors oui, c'est compliqué, parce qu'il faut se plonger un peu dans l'histoire. C'est compliqué parce que les questions ethniques sont aussi instrumentalisées et provoquent des massacres. C'est compliqué parce qu'il y a une multitude d'acteurs avec des intérêts parfois très différents et qui changent de camp d'un jour à l'autre. L'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain est un groupe rebelle qui a longtemps combattu l'État.
Aujourd'hui, il a retourné sa veste et combat aux côtés de l'armée congolaise, qui mise désormais sur diverses milices pour tenter de venir à bout du M23. Mais d'un autre côté, peut-être que c'est pas si compliqué. La guerre du Kivu, c'est un conflit qui est né sur les ruines de l'empire colonial belge et qui prospère aujourd'hui sur la corruption, sur la faillite d'un État, sur l'inaction de la communauté internationale et sur l'opacité. Ah, pour une fois, on peut engueuler les Belges et pas nous. Du capitalisme mondialisé. L'erreur serait de considérer la guerre du Kivu comme quelque chose de lointain, d'exotique presque, alors qu'elle est dans nos téléphones, cette guerre. Ces 6 millions de morts, ce sont aussi les nôtres, et il serait temps de s'en apercevoir. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de CDDM. Merci de nous avoir instruits sur le sujet, qui est du coup... Ouais, très bonne vidéo. Des choses, même si on avait traité le sujet. Un peu courte en vrai, ça mériterait... Ouais. C'est pour ça qu'il met en lien d'autres vidéos, parce que je suis sûr que les vidéos qu'il met en lien, elles sont plus longues. Là, Le Monde en carte, par exemple, auquel il fait référence plusieurs fois, je crois que c'était un format de 30 minutes ou... Ah non, 13 minutes 04. Ah oui, bah j'avais mal retenu. Il y a 6 ans. Est-ce qu'il n'en a pas refait un depuis? Je ne sais non, enfin, ce que je dis autour du Congo, ça mérite vraiment beaucoup de contenu, quoi. Donc, et c'est vrai que même nous, on n'en fait pas assez, mais c'est difficile de s'informer, hein. Il y a peu de sources, etc. Donc, ouais, très bon poulet. Ouais, et puis justement, comme c'est un petit peu le sens de sa conclusion aussi, tu vois, c'est de dire oui, bah c'est trop compliqué, c'est trop un sac de nœuds, du coup en fait on se désempare du sujet. Bah lui, son but c'est d'en faire quelque chose de digeste aussi, tu vois. Et je trouve qu'il a réussi. Ouais, bien sûr, non, c'est un sacré défi de résumer ça en 15 minutes, ouais. Je trouve aussi. Donc GG à lui, vous retrouverez comme pour les autres liens, tout ça dans la description avant de donner une conclusion à tout le monde et à vous aussi si vous souhaitez venir à l'antenne pour l'exclamation Discord pour donner un mot de la fin à cette émission, eh bien vous le pouvez. Je voulais déjà remercier les personnes qui ont rendu cette émission possible comme Ken94, Madinina, HBK Live pour l'ensemble de son œuvre évidemment. Merci à Anadroid, merci à Équipé, Polyvalent, à Delon 3030, merci à toi Kali pour ton raid tout à l'heure, merci à Aska pour son resub, bien sûr. Merci à toutes les personnes qui l'ont aidé ce soir et à vous qui êtes restés jusqu'au bout. Et du coup, je vous donne un mot de conclusion. T'es devant Sosomanes, Daimon. C'est vrai. Le rappeur. C'était encore plus drôle. Ah, et puis merci aussi à Valérie. Et du coup, je donne que le prénom. On sait jamais, mais il n'y a pas de pseudo pour son don sur PayPal. Daniel à toi. Merci beaucoup. Merci à So pour ce nouvel abonnement. Eh bien, sois le ou la bienvenue. Profite d'émissions sans publicité, d'emojis basés en plus, des emojis qui peuvent bouger à l'écran. T'as vu maintenant, Kali, j'ai la même chose que toi, j'ai le même cheat code. C'est merveilleux. Et ça, merci. Même, je trouve que merci les loutres. Merci Alex et Ibou. Merci à Couscous aussi qui m'a donné une solution technique pour pouvoir afficher vos messages basés. C'est quoi le dernier message le plus basé? Moi je trouve que c'est Plotchy Plotch quand il a dit merci pour ce live. Mais du coup j'ai mis ce clic. Kali, on écoute un album ce soir ou les gens qui demandent la suite du programme? Il vous a déjà fait un live là? Il y a le combat ce soir, c'est bon, j'ai fait un live tout l'après-midi là. On a enchaîné là, il est 20h. Non, j'ai du poulet à aller manger, il y a le combat, double poulet là, donc voilà. C'est quoi le combat? Il y a le combat Cédric Doumbé contre Baki. Cédric Doumbé contre Baki. Dans quel sport? Je suis Guélard. UFC. MMA, je veux dire. Ah, du coup, c'est un peu tous les sports. C'est pas l'UFC, non. C'est pas l'UFC, c'est du MMA, mais c'est pas à l'UFC. Et du coup, c'est quoi les spécialités respectives des combattants? Alors, Doumbé, c'est plus un striker, c'est-à-dire il vient du kickboxing à la base. Donc, c'est un très bon striker. Voilà, il met des bonnes pêches et voilà, il est très fort en point-pied. Je crois qu'il a été champion de kickboxing, c'est ça, champion de kickboxing. Je suis pas un méga expert dans tout ça. Moi, je suis ça un peu de loin. Et Baki, lui, il est originaire de Tchétchénie. Du coup, c'est plus la lutte, la lutte des montagnes là-bas, donc de la lutte vénère et tout. J'ai pas vu trop de combats de lui. Il a pas trop combattu. Il est très jeune, Baki. Il a 22 ans. Donc voilà, il se chauffe un peu depuis longtemps. Et du coup, intéressant de voir ce que ça va donner ce combat. Les gens donnent plutôt Doumbé favori parce qu'il est un peu plus ancien, il a plus d'expérience, on l'a plus vu, etc. Mais Baki, voilà, ça se tape aussi. Donc, en vrai, combat intéressant. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose avant que nous ne rendions l'antenne? On a encore l'ours avec nous, même si Moura et Aurélien nous ont quittés. Et Modem également. Ouais. Non, mais je pense que Kali, tu vois, il est pressé d'aller écouter du Goguet en cachette, je pense. Pas vraiment, non. Il va écouter la tribu d'Hanouna toute la soirée, tous les jours il écoute Kali. Oui, non, mais j'en suis sûr. Et sinon, pour ce que tu disais, Kali, on n'en parle pas assez de la République du Congo, de ce qui se passe et tout. Mais de tout ce qui se passe en règle générale, d'ailleurs, tout ce qui est
ce qui fait qu'on peut avoir des téléphones portables, des ordinateurs et tout, pas qu'au Congo, toute cette exploitation, c'est vrai qu'on devrait quand même en parler beaucoup plus, qu'on se rende compte des conséquences de notre consommation. Parce qu'il y a un sentiment d'impuissance, tu vois, personne n'a envie de se priver de téléphone, et même si tu t'en prives individuellement, ben, ça ne règle pas le problème, donc de toute façon, il y a ce truc un peu de, ben, voilà, on a tous envie d'avoir des téléphones, mais en fait, on a aussi, je pense, envie de savoir que de l'autre côté de la chaîne, il n'y a pas des gens qui sont ignoblement exploités pour les matières premières qui sont nécessaires, alors qu'encore une fois, si on payait le juste prix, que ces gens étaient payés correctement, que le pays pouvait financer des infrastructures grâce à ça et fonctionner comme un pays, voilà, comme n'importe quel pays devrait avoir le droit de fonctionner, bah en fait, ça ne changerait rien à notre vie, alors que de l'autre côté, ça changerait tout, tu vois. C'est ça qui est vraiment sombre, quoi, quand on y réfléchit. Et d'ailleurs, si on payait le juste prix, on serait peut-être pas autant motivé à consommer, à acheter des smartphones tous les ans, tous les 6 mois ou tous les 2 ans. Enfin, voilà. Tu vois, c'est un truc qui rapporte tellement et en bout de chaîne, en fait, c'est le chaos absolu parce que justement, faut économiser des bouts de chandelle. Tu vois, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est vraiment c'est tragique, quoi. Tu vois, nous, notre pouvoir en tant que consommateur, il est assez faible. C'est oui, comme on disait tout à l'heure, c'est avoir ça en tête. En tant que citoyen, vous pouvez en parler autour de vous aussi, comme on essaie de le faire à notre modeste échelle. Mais en tant que consommateur, simplement, le seul truc que vous pouvez faire, c'est simplement moins changer souvent, moins céder aux sirènes du capitalisme et du renouvellement des gammes et du marketing qui vous fait croire que vous avez besoin de renouveler votre smartphone tous les 18 mois. C'est dénoncer l'obsolescence programmée des mises à jour qui rendent vos smartphones plus lents au fur et à mesure pour vous forcer aussi à en changer. C'est ça aussi le vrai truc, c'est que tu peux te dire, moi j'aurais bien aimé garder mon premier smartphone que j'ai acheté en 2012 jusqu'à maintenant, tu vois. La réalité, c'est est-ce que tu peux seulement, est-ce que c'est seulement possible, même en le faisant réparer, etc. Au bout d'un moment, on te dit, ouais, le réparer, ça coûte 400 €. Un nouveau téléphone, ça coûte 380 €. Donc, ben, ok, tu vois, je vais prendre vos téléphones, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, peut-être qu'il y a ça à prendre en compte quand tu es amené à en changer, c'est voir un petit peu la durabilité, l'évolution logicielle du truc, histoire de ne pas renouveler le matériel. Et même ça, c'est super difficile. Comment tu veux savoir en achetant un téléphone aujourd'hui, comment en 2030 il sera, qu'est-ce qui va marcher, 2030, ça va être compliqué, mais qui a été prévu. Non, mais quand tu as des ingénieurs qui sont payés pour mettre en place des fonctionnalités qui vont faire que dans 5 ans, tu seras obligé de changer de téléphone, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, ils ont prévu, ils ont ingénierisé le fait c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est fait par des ingénieurs, c'est-à-dire que c'est construit dans la machine. Donc, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu vois, c'est un truc, c'est au-delà de l'individu. C'est une question au niveau de l'entreprise que ça doit changer. Individuellement, moi j'aimerais bien que tous les téléphones ils durent 20 ans, mais est-ce que ça existe un téléphone qui dure 20 ans? À une époque, ça existait. Est-ce que ça existe un smartphone que je peux garder toute ma vie et que je pourrais même transmettre à mon enfant, tu vois? Est-ce que ça existe? Non, bien sûr que non. D'ici que j'ai un enfant, ça se trouve j'en aurais eu 5 des smartphones, tu vois. Mais si ça existait, moi j'aurais pas de problème avec, mais ça n'existe pas. C'est pour ça que je pense qu'il faut sensibiliser les gens, les consommateurs, hein, les gens et tout, mais il faut pas les dire l'inverse. De toute façon, la faute, elle nous n'est pas vraiment imputée, mais par contre, il faut pas se gêner pour blâmer justement toutes les boîtes. Après, il faut faire ce qu'on peut. Ce qui est en notre pouvoir, il faut le faire, mais il faut pas se raconter que c'est plus que ce qu'on peut faire, tu vois. Oui, parce qu'aprais, tu peux pas faire reposer la responsabilité uniquement sur le consommateur. Exactement. Oh, il a tellement d'enfants sur ce chat. Mes enfants n'ont pas de téléphone, hein, par contre. Alors, alerte, pisser sous la douche ne va pas sauver la planète. Non, mais tu peux tirer moins souvent la chasse d'eau et c'est pas plus mal. Voilà. Mais ça veut pas dire que voilà, des petits gestes ça suffit pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de petits gestes. Ça veut pas dire qu'il faut pas les faire, mais il faut les remettre à leur place, tu vois. Il faut les remettre à leur place et pas parce que le discours qu'on a tendance à entendre, c'est à cause de vous et on parle pas des entreprises ni des milliardaires qui eux t'inquiète pas qu'ils tirent la chasse d'eau toute la journée pour rigoler. Ils privatisent les chutes du Niagara pour se dire tiens gâchons toute cette eau, faisons-en un truc débile. Je vais laver ma voiture avec les chutes du Niagara. Je ne sais pas. Mais la plupart des gens se disent. Tout à l'heure, j'ai trollé un peu Aurélien en faisant, tu vois, un peu ce truc de Daikron. J'ai fait Calicron un peu tout à l'heure en mode oui, mais c'est individuellement qu'on est décisionnaire et qu'on prend les décisions et tout. Et c'est vrai que c'est ça le discours qu'on entend au final. Moi, je préfère Macli de mettre l'emphase sur l'individu. Faut se responsabiliser, même quand t'es malade, faut te responsabiliser. Hein, voilà, c'est ta responsabilité de pas être malade. Au bout d'un moment, c'est bon, tu vois, c'est un truc, l'individu, il a bon dos aussi, quoi.
Moi, je lance le hashtag Macli à partir de maintenant. Eh ben, écoutez, je vous propose, parce que je l'ai souvent dit sur cette antenne, il faudrait qu'on raid Lex pour le remercier, notamment oui, déjà de son bon contenu. Bon, oui, non, mais, mais je ne peux jamais, lui, me raid tout le temps. Et moi, je ne le raid jamais. Mais sachez... Non, mais laisse-moi, tu me laisses faire... Raid Lex, ouais, c'est bon, raid Lex. Mais sachez qu'il y a également Echarp en live actuellement, ainsi que Mathéouz. Et bah oui, mais est-ce que tu ne remercies pas les gens qui te raident de temps en temps, Kali? Je te pose la question. On va raid Lex. Alors il y a Echarp qui a besoin d'un soutien, mais on va surtout raid Lex qui n'a pas eu tout besoin. On va mettre, mais on l'a déjà raid plusieurs fois, Echarp. Mais non, pas à chaque fois, justement. Comme à chaque stream, mais non, justement, Kali, c'est ça mon drame. C'est que je ne peux jamais le raid parce que je ne live jamais. Enfin, quand je rends l'antenne, bah lui, il est jamais en live à 5h du matin. Tu l'as jamais raid, jamais. C'est le seul fois où je peux le faire, justement, c'est le jeudi. Si vous ne pouvez ne pas parler par-dessus moi, c'est insupportable. Il n'y a que toi qui as dit le raison. 0 fois. Ce sera la première fois que tu le raides d'ailleurs. Ce sera la première fois. Le raid le jeudi, mais la plupart du temps, c'est plus Lex qui bah ouais. Il faut aussi savoir donner de la force aux gens qui t'en donnent. Mais première fois que tu raid Lex, c'est trop beau, j'adore. J'ai dû raid Echarp autant de fois que Lex. Un petit streamer qui commence, qui se lance. Il a besoin de soutien. Eh bien, sous la désapprobation, je mets un SO à Echarp. Vous êtes grand, vous savez faire un clic gauche si vous souhaitez y aller. Eh bien, on va aller chez Lex pour faire chier Kali. Même si Kali ne le veut pas, eh bien, Lex est là. Mauvaise foi vision. Kali tilté. On a beaucoup de propositions, mais je reste sur le hashtag Macli. Bref, des bisous les gens. Est-ce que tu relives demain, Kali, toi? Je sais pas encore, peut-être. Sûrement. Parce qu'un petit stream rap demain, ouais, peut-être. Il stream tous les jours. Vous pouvez l'écrire en message à Alex, même si Kali le veut pas, nous on est là. Je viens de faire cette vanne, l'ours. Merci de la reprendre. À ton compte. Ça veut dire qu'elle est bonne. Ça veut dire qu'elle est bonne. Et du coup, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée pendant que vous entendez l'alerte incroyablement épique. Et vous êtes des brindilles. T'as 5000 abonnés pile. Comment? T'as 5000 abonnés pile, je crois. Follower, je veux dire. Follower, oui. Yes, je crois que c'est je vois sur le truc de Dai, le Wisebot, il t'a mis 5000. Je crois que c'est ça, 5000. Bonsoir les gens avec Daimon. Pile. C'est incroyable, cette alerte incroyable. Pas pile. 219, c'est quand même pas incroyable. Bon, pas pile. Tu veux qu'on regarde? Bonsoir. Je sais pas, sur le bot, il y avait écrit ça. El Bastardo Loco. Tiens, ce sera pour le bonus pour YouTube. Combien on a de followers? Ah si, exactement 5000. Putain, t'as raison. C'est incroyable, ça. C'est ce qu'il y avait écrit dans le bot, ouais. 5000. Pile poil. C'est tout à fait fou. Let's go. Faut fêter ça. Eh bien, je fête ça en écoutant le son de la victoire. J'ai que ce son là. Désolé. Ciao, ciao tout le monde. Un stream spécial.